D'accord. Eh bien, écoutez, alors, je suis née Ginette Cherkassky, le 4 février 1925. Je suis née rue Vieille du Temple, 22 rue Vieille du Temple, Paris 4e. Je suis la dernière fille d'une famille de 6 filles. Il y a eu après moi, 7 ans après, un petit garçon. Mon père aurait pu avoir 12 filles, il voulait absolument un garçon. Bien, donc le 7e, ça a été un petit garçon. J'ai passé jusqu'à l'âge de 7 ans dans ce quartier. Après, nous avons été habités à Aubervilliers pendant 2 ans. Et puis après, nous sommes venus habiter au 8 rue d'Angoulême, à l'époque, qui est maintenant devenue la rue Jean-Pierre Timbaud, où je suis encore dans l'appartement de mes parents. On a eu la chance de pouvoir le récupérer. Quelle était l'origine familiale de votre famille? Mon père est né à Paris, rue du Mont-Cenis, dans le 18e, d'un père qui venait de Russie. Je ne vous dirai pas là exactement parce que j'ai jamais eu la curiosité de lui demander. D'une mère qui est née en Roumanie, à Fitesi, et qui est venue à Paris à l'âge de 4 ans. Nous étions donc très, très, comment dire, très francisés. Chez nous, le yiddish, on ne le parlait pas. Mes parents le parlaient entre eux uniquement quand ils voulaient pas qu'on entende. Comme on n'était pas curieux, on ne savait pas. Mes parents fréquentaient la famille, donc la famille était juive, mais beaucoup, par le fait, personnellement, tous les amis que j'ai eus, mes amis, ça a toujours été des amis qui n'étaient pas juifs. Donc, j'ai senti juif juste pendant la guerre, quand les Allemands sont arrivés et qu'ils ont fait cette loi anti-juive. Sinon, autrement, jamais, jamais, je n'ai senti l'antisémitisme vis-à-vis de moi, autour de moi. Avant la guerre, vous n'avez pas... Jamais, 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 jamais à l'école, jamais... Mais étant donné que je n'étais pas obsédée par cette idée que j'étais juive, peut-être que toutes les méchancetés qu'on pouvait me dire, je ne me disais pas c'est parce que je suis juive. D'abord, on n'était pas méchante avec moi. En principe, j'avais que des amis. Mais si même on m'avait dit quelque chose de mal, j'aurais pas mis ça sur le compte. Ce sont des antisémites. J'aurais dit, eh ben, parce que je leur plais pas, ou voilà. Et que faisait votre père? Mon père était fabricant d'imperméables. C'était un petit fabricant. Souvent, il avait des fins de mois très, très difficiles. Et j'ai souvent vu mon père et ma mère se disputer parce que quand il avait payé les ouvriers, eh bien, il n'y avait plus de sous pour maman. Et parce qu'aussi les clients le payaient mal. Donc, souvent, ils disputaient parce que, naturellement, on était une grande famille et ma mère, elle nous nourrissait bien. Et donc, papa râlait parce qu'elle dépensait trop d'argent. Mais malgré ces difficultés dont vous vous rappelez, vous avez eu une enfance heureuse? Très heureuse, très aimée, très entourée, très gâtée. J'ai jamais eu de problème. D'abord, j'étais la petite dernière. Et la famille était très soudée, très... Non, vraiment, c'était une enfance choyée. Votre famille était très intégrée dans le quartier? Il n'y a jamais eu de problème. Mon père et ma mère parlaient un français très, très bien, sans aucun accent. Et sur leur visage, on n'aurait jamais dit, tiens, ils n'avaient pas du tout la marque, soi-disant, que les Juifs ont, le nez busqué, et trucs comme ça. Ni les oreilles à chou-fleur, comme les Allemands le disaient. Est-ce que vos parents vous ont donné une éducation religieuse ou pas? Absolument rien du tout. Et encore maintenant, je suis une athée complète. Il y a la grande discussion. Je suis juive, ça c'est vrai, je le serai tout le temps. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon, c'est comme ça. Mais je suis athée. D'accord. Et est-ce que dans votre famille, il y avait un engagement politique?
Vous savez que à l'époque, c'est vrai que j'avais 17 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Maintenant, peut-être que les jeunes s'intéressent bien à ce que font leurs parents. Moi, je devais être vraiment idiote, ignorante et tout. Je m'y intéressais pas. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que peut-être ma sœur aînée devait faire de la politique et elle était même assez anarchiste parce que elle avait une amie qui s'appelait Rirette Maître Jean, qui était, je sais plus à quel, qui était très anarchiste. Et je pense que c'est de là que viennent un peu les problèmes qu'on a eus quand on a été arrêté. Donc, vous avez vécu une vie plutôt insouciante jusqu'à la guerre, en fait. Absolument, absolument insouciante. D'accord. J'ai honte de le dire. Donc, vous allez à l'école jusqu'en... J'allais à l'école, justement, rue Hamelot, qui existe toujours d'ailleurs. À l'époque, c'était un cours complémentaire, primaire et après complémentaire. J'ai pu aller à l'école jusque 2 ans après le certificat d'études. Et puis, il y a eu la guerre qui est arrivée. Mon père nous a envoyés. Il a eu peur, quand il y a eu la déclaration de la guerre, il a eu peur que Paris soit bombardé. Il nous a expédié toute la famille à la Gaine, en Corrèze, à côté de Tulle. On y est resté quelques mois. Puis quand on est revenu, bien les écoles avaient déjà ouvertes. Et puis moi, j'ai pas voulu rentrer en milieu d'année. Donc, je suis pas retournée à l'école. Et je voulais apprendre la couture, mais quand j'ai voulu aller dans une école de couture me renseigner, on m'a dit que... J'ai demandé ce que je ferais au bout d'un an, on m'a dit même pas un ourlet, ça m'a découragée. Et mes sœurs, quand elles étaient jeunes, avaient appris la sténodactylo, j'en ai fait autant. Et j'ai appris la sténodactylo dans l'école rue Comartin, ça s'appelait Remington, l'école Remington. J'ai appris la sténodactylo. En 9 mois, j'ai eu un diplôme de sténodactylo et comptabilité. D'accord. Donc, c'est dans quelle année? En 1940? Vous êtes revenu assez vite de la Creuse? En 40, c'est ça, c'était en 40. Les dates, j'avoue, franchement, j'ai du mal à les situer. Hein. Mais enfin, c'était en 40. Hein. D'accord. En 40-41, j'ai donc appris la sténodactylo. Et puis après, les lois anti-juives qui sont venues, mon père avait été arrêté à la première rafle dans le 11e. Mais cette rafle-là, les plus de 65 ans, on les prenait pas. Et les Français de plus de 65 ans, on les prenait pas. Mon père avait fait la guerre. Il avait je sais, 60 ans, je crois. Les plus de 60 ans, mon père avait fait la guerre. Il avait 60 ans, je crois, ouais. Et on ne l'a pas pris. Donc, ça l'a rassuré. Par contre, mes beaux-frères ont été, eux, arrêtés. Ils avaient fait... Il y a des choses qui se mélangent un peu dans ma tête. Hein. Bon, je ne parle pas de mes beaux-frères. Mon père avait été arrêté. On l'avait pas amené au commissariat parce qu'il avait l'âge où on ne les prenait pas. Et de là, il a dit, nous, on craint rien. Vous êtes tous nés à Paris, on est français, donc on n'a rien à craindre. On fait tout ce qu'ils nous demandent, c'est-à-dire les postes de TSF les ramener, se faire tamponner, on l'a fait, porter l'étoile, on l'a porté. Il fallait faire attention à monter le dernier wagon, on respectait. Il nous a surtout bien recommandé de respecter ça. J'avoue franchement que quelquefois, on planquait l'étoile. Et on ne le faisait pas, mais enfin, il ne le savait pas. Mais enfin, d'après lui, si on faisait tout ce qu'il fallait, on ne risquait rien. Et puis, ma foi, on était tranquille pour ça. Par contre, j'ai eu un beau-frère qui a été pris dans cette rafle du 11e. Il avait été prisonnier. Il avait fait la guerre, il avait été prisonnier. Il s'est sauvé. Et s'il s'était pas sauvé, il n'aurait peut-être pas été déporté. Il s'est sauvé. Ils ont été avec ma sœur à Nice. Et puis comme il fallait travailler, ils sont venus travailler à Paris. Et ils habitaient rue de Guéry, je ne sais pas si c'est le 10e ou le 11e. C'est avenue Parmentier. Et puis là, à la rafle, il s'est fait ramasser.
et puis il a été déporté. Mais les autres beaux-frères n'ont pas été déportés. Ils avaient fait la guerre, mais ils n'avaient pas été prisonniers. Il n'y a que celui qui avait été fait prisonnier qui, malheureusement, est revenu et s'est fait prendre. Et ce jour-là, il a été pris avec mon oncle et le père de mon beau-frère et puis son frère. Donc vous étiez relativement confiante, vu que votre On père... ne pensait pas du tout que l'on puisse nous faire quoi que ce soit. On avait confiance. Et un beau jour, je crois que c'était en 42, ça devait être... Les mois, je les situe un petit peu sans le connaître exactement. C'était, je pense, en juin 42. Eh bien, un monsieur de la préfecture, qu'on ne connaissait pas, il y avait quand même des gens qui étaient bien, qui est venu nous prévenir et qui est venu dire qu'il avait vu notre nom sur une liste, qu'on avait intérêt à partir le plus rapidement possible. Il ne nous a pas dit le soir même, hein, il l'a dit le plus rapidement possible. Ma mère a eu le temps de rassembler quelques affaires et quelques papiers. On se retrouve avec des petits objets sans importance et des choses importantes, on les a jamais retrouvées. Donc elle a préparé tout ça. On voulait les sortir par l'immeuble de la rue Jean-Pierre Timbaud où nous habitons. Eh bien, notre concierge ne nous a pas laissé passer. Elle avait un fils qui était en âge de partir comme service obligatoire. Elle ne voulait pas prendre de risques. Sur le coup, on lui en a voulu, et après on pense avec le recul que dans le fond c'était humain. Son fils risquait peut-être à cause de nous de se faire prendre aussi. Donc elle a refusé, elle voulait bien que nous on parte, mais pas avec nos paquets. Donc comme notre immeuble donne sur une rue Amelot et que nous habitons au premier étage sur des toits, c'est la concierge de la rue Amelot qui nous a permis, en passant par les toits, de passer par son immeuble. Donc le peu d'affaires qu'on a pu passer, on lui a passé par chez elle. Notre concierge, peut-être qu'elle a eu du remords certainement, parce qu'après elle a été vraiment très gentille avec nous. Et où est-ce que vous aviez prévu d'aller? Est-ce que vos parents avaient organisé J'ai une sœur aînée qui s'occupait, qui s'est toujours occupée de tout, pour toute la famille, par le fait, elle travaillait avec mon père, c'était la secrétaire de mon père, mais vraiment elle avait pris tout en main, et c'est elle qui, par l'intermédiaire d'amis qu'elle avait connus, qui étaient partis à Avignon, nous a procuré des passeurs, et on s'est donné tous rendez-vous à Aix-les-Bains. Pourquoi Aix-les-Bains? Je suppose que là aussi, elle avait dû connaître une adresse. Donc, le point de rendez-vous, c'était Aix-les-Bains, à l'hôtel Lamartine. Donc, on est tous passés par des endroits différents et par petits groupes. Vous n'êtes pas partis tous en même temps? On n'est pas partis tous ensemble. C'était peut-être plus prudent, c'était peut-être moins prudent. On a fait... Mais ma sœur Sophie, qui avait eu entre-temps accouché d'un bébé que son mari n'a pas connu d'ailleurs, puisqu'il a été déporté avant sa naissance, a confié son bébé à une sœur qui passait par Poitiers, je crois, avec sa fille. Donc elle a confié son bébé à cette sœur-là. Mes parents ont confié mon petit frère, parce que j'avais quand même ce petit frère qui avait à l'époque 9 ans. Donc ils l'ont confié à ma sœur aînée, qui passait avec son fils, qui avait 2 ans de plus que mon frère. Donc il est passé avec lui. Mon père, ma mère, et j'ai une sœur qui était un peu moins costaud que moi, est passé par l'intermédiaire d'un passeur de la SNCF. Et moi, je suis restée et passée avec mes 2 autres sœurs. Il y avait Lucienne et Sophie, 2 sœurs un peu plus vieilles que moi. Et nous, on est passés par Angoulême. Mes 2 sœurs aînées, avec les enfants, sont passées sans aucun problème. Ma mère et mon père ont eu un petit problème parce que le passeur
celui de la SNCF avait oublié de passer la consigne à un collègue, donc ils sont restés quelques heures sur le quai de la gare, cachés derrière des wagons, des cajots de wagons de marchandises, alors qu'il faisait très très chaud. Ma mère étant asthmatique, toussait, et mon père et ma sœur se relayaient pour lui pour lui fermer la bouche, pour pas qu'elle tousse, de peur d'être repérée. Nous, on est passé par Angoulême. On était avec une amie de mon père. Pourquoi qu'elle était avec nous? Mystère. C'est peut-être elle qui nous avait procuré le passeur. En fin de compte, elle était avec nous. On a été à Angoulême. À Angoulême, on avait rendez-vous au buffet de la gare. Au buffet de la gare, dès qu'on descend, dès qu'on rentre dans le buffet de la gare, quelques instants après, le buffet de la gare est cerné. On est tous priés d'aller au commissariat pour montrer nos identités. C'était des Français? C'était des Français, oui. Mais enfin, des Français, c'était sous l'ordre des Allemands, naturellement. Donc, nous voilà tous partis, et on était quelques-uns. Nous voilà tous partis à Angoulême. Je me rappelle que pour aller à la prison d'Angoulême, il fallait monter une petite côte. On arrive là, et on se met à la queue dans le couloir, et puis pour passer aux interrogatoires. Et moi, normalement, on avait des faux papiers. Mais moi, comme une imbécile, j'avais gardé une carte Je faisais partie du Racing Club de France. J'étais fière de faire partie du Racing Club de France. J'avais gardé cette carte-là. C'était un carton assez dur, et avec mon identité. Et donc, quand on a été pris comme ça, et qu'on est arrivé là-haut, j'ai dit à mes sœurs, je suis bête, mais j'ai ma carte, la vraie, j'ai une vraie pièce d'identité. Alors, elles m'ont dit, t'inquiète pas, tu demandes d'aller aux toilettes et puis tu vas la déchirer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, seulement les Allemands ne sont pas si bêtes. J'ai demandé aux toilettes. C'est une sentinelle qui m'a accompagnée dans les water et qui m'a pas voulu que je ferme la porte. Donc, j'ai pas pu déchirer, j'ai pas pu mettre ma carte dans les water. Je sais même pas si j'ai fait mes besoins parce que j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai fait. Mais je suis revenue avec ma carte et j'ai dit à mes sœurs, pas possible. La personne qui était avec nous, heureusement, et je sais pas pourquoi, elle avait une petite bouteille de gnôle. Donc, on se cachait, et les mains dans le dos, et on se déchirait cette carte en petits morceaux, puis on l'avalait. C'est on dit qu'on avait la carte, le bulletin de naissance. On avalait mon papier d'identité. Et puis pour faire passer ça, on l'arrosait avec sa gnôle. Nous, on n'était pas habitués à boire. Peut-être que ça nous a sauvé la vie, parce que déjà, bêtement, on ricanait de déchirer cette carte et de l'avaler. Mais l'effet de l'alcool, c'est que ça nous a rendus euphoriques. Et je pense aux gens qui étaient autour de nous et qui nous voyaient ricaner, alors qu'eux n'avaient pas la conscience tranquille et tremblaient de peur, je suppose. De nous voir comme ça, ils ont dû nous maudire. Enfin, nous, on passe toutes les trois à l'interrogatoire. On était toutes les trois ensemble. Ils commencent à nous interroger. Et puis, vous êtes juive? On jure sur notre honneur qu'on n'était pas juive. J'ai une sœur qui avait été, cette fameuse sœur aînée dont je vous ai parlé, qui, je pense, faisait de la politique, avait été arrêtée quelques mois avant, était restée 1 mois. Elle était arrêtée du côté dans l'Est, dans une prison. Elle avait fait 1 mois de prison. Au bout d'1 mois, elle était revenue. On lui a jamais posé, enfin moi personnellement, et mes sœurs non plus d'ailleurs, parce que je leur ai aussi posé la question, on lui a jamais demandé pourquoi elle avait été arrêtée. Je ne sais même pas ce qu'elle nous aurait répondu. En fin de compte, elle avait été relâchée au bout d'1 mois, et elle nous avait prévenu, si un jour vous êtes arrêtée, vous, en tant que femme, il n'y a aucune preuve comme quoi vous êtes juive. Vous n'avez pas d'accent, vous parlez correctement, donc vous niez, et même vous pouvez leur dire que s'ils veulent un bulletin de baptême, vous pouvez leur procurer. Elle dit, de toute façon, ils ne contrôlent pas. Quand ils sont arrêtés, quand ils sont arrivés à nous, on a tout de suite pensé à ce qu'elle nous avait dit, et on a dit, on a été baptisés, et si vous voulez,
On peut vous donner l'adresse de la paroisse. Moi, quand j'allais à l'école à Aubervilliers, j'étais à côté d'une paroisse qui s'appelait l'église rue Condorcet. J'ai donné l'adresse de l'église avec des précisions et des détails. Je vous dis, ils n'ont pas vérifié. On est resté à Angoulême 8 jours dans la prison. C'était infect. C'était surpeuplé. On couchait sur des paillasses par terre. Et il y avait des rats. La nourriture, je ne me rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'est qu'on avait le droit de sortir l'après-midi un petit peu dans la cour. Et avec ma sœur Lucienne, on faisait partie des auberges de la jeunesse. Donc on avait tout un répertoire de chansons, de marches et tout ça. Et quand on était dans la cour, avec quelques jeunes qui étaient là, on formait des petites rondes et puis on chantait nos chansons, notre répertoire. Je suppose que les Allemands, dans leur bureau, devaient nous apercevoir. Au bout de 8 jours, ils nous ont convoqués, mes 2 sœurs et moi, et puis ils nous ont dit « on voit bien que vous ne nous avez pas menti », et puis ils nous ont lâchés. Donc ils nous ont lâchés, il a fallu revenir sur Paris. Mais à Paris, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a voulu voir des amis, ils n'ont pas voulu nous héberger, ils avaient peur des représailles, ils pensaient qu'on était poursuivis, ce que je sais. Enfin, ils ne nous ont pas reçus. Avec du mal, on a trouvé un hôtel qui a bien voulu nous recevoir. Parce qu'on n'avait pas de papier, naturellement. Vous n'avez pas du tout essayé de retourner dans votre appartement? Ah non, ça alors on n'a jamais osé mettre les pieds dans l'appartement. On ne savait pas qui nous avait dénoncés. Hein. Tous les soupçons étaient sur tout le monde et sur personne, il n'y avait pas de preuves. Hein. Donc on est resté, on a été couché à l'hôtel et puis la sœur aînée, j'étais avec ma sœur Sophie, ma sœur Lucienne. Sophie c'était l'aînée de nous 3. C'est elle qui s'est débrouillée pour nous trouver un autre passeur et on est passé par Chalon-sur-Saône. Et puis là, on a rejoint toute la famille. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez des faux papiers. Quand est-ce que vous les faux papiers avaient été achetés entre l'époque où on est arrivé, à l'époque où on a été dénoncé et l'époque où on partait. Ça ne s'est pas fait on n'est pas parti en 24 heures. On a dû mettre, je sais pas moi, peut-être une petite semaine à se préparer, parce qu'il nous avait bien dit qu'on était sur une liste, mais que c'était pas, il fallait partir le plus vite possible, mais il nous a pas dit, demain on vient vous chercher. Donc on a eu le temps d'acheter, toujours acheter des faux papiers. Et le nom de famille, c'était ma sœur vendait sur les marchés. Elle le vendait plus puisque on n'avait plus le droit de faire du commerce, mais elle avait mis ça dans les mains on appelait ça des administrateurs. Mais elle avait toujours ses fournisseurs et c'était le fournisseur qui nous avait donné son identité avec tous les détails qui étaient très exacts. Donc on avait un nom qu'on pouvait contrôler. Je crois que ça s'appelait Boucher, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Les papiers étaient faux, mais par le fait que l'identité était vraie. Donc vous avez réussi à rejoindre le reste de votre famille? On a rejoint le reste de la famille et tout le monde était là à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, on est resté une quinzaine de jours. Je peux dire que c'était des vacances comme on a, pour moi, pour mon autre sœur Jacqueline, qui avait à peu près le même âge, 2 ans de plus que moi, c'était vraiment des vacances qu'on n'avait jamais vécues. On n'avait jamais été dans un hôtel d'abord. Ensuite, toute la famille ensemble, parce que mon père avait rassemblé tous ses enfants, petits-enfants, beaux-frères. Donc on était tous ensemble à Aix-les-Bains, dans un hôtel. C'est une chose qu'on n'avait jamais vécue. Et puis, on ne pouvait pas rester éternellement. Donc, ma sœur aînée, de nouveau, nous a retrouvé une adresse à Avignon, puisque ses amis y étaient. Elle nous a trouvé une adresse, un petit hôtel particulier à Montfavet, à côté, à 7 km d'Avignon. Et là, on s'est encore de nouveau retrouvés, toute la famille. On a eu la chance de trouver cet hôtel particulier qui était meublé. Donc toute la famille s'est retrouvée là. Aix-les-Bains était en zone libre? C'était en zone libre. Aix-les-Bains était zone libre. Hein. C'était la zone libre. À cette époque-là, il y avait encore la zone libre. La zone libre, après, ça a été jusqu'en 1942. Hein. Donc, on a été à Avignon. Avignon, naturellement, il fallait quand même, on ne pouvait pas vivre sans travailler. Moi, j'avais mon diplôme tout frais de secrétariat. Ma sœur Jacqueline travaillait déjà. À cette époque-là, ça s'appelait comptométrice. C'était un genre de... Ça n'existe plus, ce métier-là. Mais elle travaillait déjà. Ma sœur Suzanne faisait les marchés avec son mari. Et ma sœur Sophie, elle avait un bébé. Elle ne travaillait pas.
Donc, quand on est arrivé à Avignon, il a fallu quand même se mettre à chercher du travail. Donc, je me souviens, on se promenait dans la région, aux alentours d'Avignon, en vélo. Et il y avait une usine, ça s'appelait Péchinet, qui était repliée là pendant la guerre. On est rentré, on a demandé s'ils n'avaient pas besoin d'employés. Justement, ils cherchaient surtout des secrétaires. Ma sœur Suzanne était une très très bonne secrétaire avant-guerre. Moi, je débutais, je n'étais pas une bonne secrétaire. Ma sœur Jacqueline avait déjà travaillé, donc elle pouvait faire quelque chose. Quand ils nous ont demandé si on savait faire, moi j'ai dit franchement, je suis débutante, mais si vous voulez une bonne secrétaire, j'ai indiqué ma sœur Suzanne, qui s'est présentée. Ma sœur Jacqueline a été embauchée. Moi, on m'a fait faire un essai, c'était pas très concluant. Enfin, ils ont accepté quand même de m'embaucher. Et j'ai fait un petit peu de dactylo. Ma sœur était déjà un peu plus, un grade un peu au-dessus de moi. Et puis ma sœur aînée était devenue une secrétaire particulière. On a travaillé comme ça. Son mari a essayé de se débrouiller, il a fait les marchés. Ma sœur Lucienne, qui faisait déjà les marchés à Paris, a fait les marchés aussi aux alentours d'Avignon. Ma sœur Sophie a élevé son bébé. Et papa ne faisait rien naturellement. Et puis maman, elle s'occupait de la maisonnée. Voilà. Donc vous avez vécu dans ces conditions. Et ça, on est resté là pendant 6-7 mois peut-être, un peu plus, j'en sais rien. Et puis malgré tout, c'était un petit peu en dehors d'Avignon. Et on a trouvé alors en pleine ville d'Avignon, en plein centre, une maison aussi. C'était sur 3 étages et qui était vide. On l'a louée et on l'a occupée encore une fois toute la famille, tous ensemble. On a quitté Montfavet et on a tous vécu là encore pendant quelques mois. Après, il y a eu un peu de friction, donc ma sœur Suzanne, son mari et sa fille ont trouvé un autre petit logement dans Avignon aussi. Ma sœur aînée déjà avait trouvé quelque chose avec son fils et son mari. Et ma sœur Sophie a toujours vécu avec nous puisque son mari malheureusement n'était plus là. Donc on a vécu mon père, il y avait mon père, ma mère, mon petit frère, ma sœur Lucienne, ma sœur Jacqueline, moi, et puis il y avait ma sœur Sophie et son fils Jean-Pierre, qui était bébé. On a vécu comme ça jusqu'à la déportation, si vous voulez. Entre-temps, quand je travaillais, entre-temps, il y a eu l'occupation de la zone sud, de la ville, de la partie de la France libre. Hein. Donc, non, c'est la zone libre, je veux dire. Donc, l'usine où on travaillait, Péchinet, n'avait plus de raison d'être. Elle est remontée sur Paris. Ils voulaient embarquer tout leur personnel, mais nous, on n'a pas voulu monter. On a raconté des histoires que maman supportait pas le climat. Et on est resté sur Avignon. Là, il fallait travailler. Ma sœur Jacqueline avait trouvé une place. Elle allait dans les vignobles pour piper le vin, pour évaluer le degré du vin. Elle a fait ça quelque temps. Et puis, moi, avec mes autres sœurs, j'ai fait les marchés. Et on a fait les marchés jusqu'à la fin, si vous voulez, jusqu'à ce que je sois déportée. Est-ce que vous perceviez un danger croissant? Pas du tout. Pas plus. Encore moins à Avignon qu'à Paris. Parce qu'à Avignon, on pensait que personne ne savait que nous étions juifs. À Paris, encore, il y avait peut-être des gens aux alentours. Mais à Avignon, on était persuadés que personne ne le savait. En fin de compte, une fois qu'on a été arrêtés, tout le monde nous a dit qu'ils s'en doutaient. On avait repris notre nom, Cherkassky. C'est pas un nom breton. Hein. Alors on racontait qu'on était orthodoxe, qu'on avait des origines russes. Enfin, les gens, je pense, ne nous croyaient pas, mais jamais, 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 on nous en a parlé. Et quand on a dit qu'on ne voulait pas remonter sur Paris, on nous a pas dit, on comprend. Nous, on a raconté que maman ne supportait pas. Nous, on racontait des histoires de baptême, de communion. On leur remettait plein la vue, mais ils n'étaient pas dupes. Hein. Et puis un jour, on fait les marchés. Je fais les marchés sur les remparts à Avignon. Ma sœur Jacqueline avait quitté son travail parce que c'était trop pénible. Il fallait qu'elle prenne le train, qu'elle parte loin. Alors, elle avait arrêté son travail et elle est venue faire les marchés. On tenait le banc
avec ma sœur Jacqueline, moi. Et puis ma cousine était venue nous rejoindre parce qu'elle, elle était avec sa mère à Lyon. Et comme elle était très malade, mon père l'avait pris avec nous pour quelque temps pour qu'elle puisse retaper. Donc toutes les trois, on était sur les remparts à Avignon à faire les marchés. Et c'était tout, on était du matin jusqu'au soir. Et le midi, on se relayait. Chacun, il y en a deux qui partaient ensemble. Et les deux partaient ensemble et la troisième partait tout seul parce que c'était à l'heure creuse, donc elle pouvait partir tout seule et laisser les deux autres sur le banc. C'était mon tour de partir la première. À l'époque, je me trouvais très forte, très grosse, j'étais toujours obsédée par ma taille. Maintenant que je regarde les photos, j'étais costaud mais pas si grosse que ça. Enfin, c'était dans ma tête. Donc, je voulais pas aller manger. Je dis, allez manger, moi j'y vais pas. C'est elles qui sont parties. Puis quand elles sont venues, elles m'ont vanté que maman avait fait quelque chose de bon. Et ben, je me suis laissée tenter, puis j'y étais. Et quand je suis arrivée devant que je suis rentrée, c'était une porte qui s'ouvrait sans avoir à sonner. Je rentre, et il y avait la Gestapo dans le couloir. Et on reconnaît la Gestapo parce qu'ils étaient habillés en cuir. Et puis il y avait mon père, mon petit frère et mon neveu devant eux. Mon père était un peu pâle. Les deux petits, j'ai même pas eu le temps de réaliser, j'en sais rien. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Ils m'ont dit on vient chercher les Juifs. Comme je savais que mon père avait acheté avant de partir un certificat comme quoi on était orthodoxe, j'ai dit mais on n'est pas juif. On est orthodoxe. Ils ont emmené papa, mon petit frère et mon neveu se déculotter dans la cuisine. Ils étaient circoncis, il n'y a même pas eu à montrer le certificat. Ils étaient bons pour partir. Je suis partie avec. Je pense que si je n'avais rien dit, ils ne m'auraient pas emmené. J'ai l'impression qu'ils avaient uniquement aussi une dénonciation et qu'il leur fallait que le sexe masculin. Parce que chez nous, à Avignon, c'était la maison du bon Dieu. Ma mère recevait de la famille. On se débrouillait, on faisait les marchés, on avait de la nourriture. On faisait les marchés en campagne. Les gens, pour avoir de la marchandise, faisait du truck, il nous amenait des œufs. Donc, au point de vue nourriture, on manquait rien. Donc, la famille de ma mère, qui était moins bien lotie que nous, venait souvent passer quelques jours à la maison. Ce jour-là, il y avait sa cousine à ma mère et la fille de sa cousine. Son mari aussi, mais le mari était parti se promener, heureusement pour lui. Eh bien, les deux femmes, ils s'en sont pas occupés. Il y avait la femme de ménage, ils s'en sont pas occupés. Par contre, il y avait mon petit-neveu, Jean-Pierre, qui à l'époque avait donc 18 mois, 2 ans. Lui, ils ont demandé qui c'était. Alors, la femme de ménage a eu la présence d'esprit de dire que c'était son petit-fils. Donc, ils n'ont pas fait déculotter, ils n'ont pas insisté. Ma mère était au premier étage, elle était couchée, elle était très très malade. J'ai vu à Drancy des gens arriver sur les civières. Eh bien, ils l'ont laissé. Je pense qu'ils avaient simplement ordre de prendre que le sexe masculin. Ils l'ont pris, j'étais là, ils m'ont embarqué avec parce que j'ai peut-être trop parlé, peut-être que je leur ai pas plu, ce que je sais. Quand ils nous ont embarqués, on sort, il y avait les tractions avant, je m'étais même pas rendu compte quand je suis arrivée. Et est-ce que je serais pas rentrée, est-ce que je serais rentrée, j'en sais rien. Il y avait les tractions avant et on savait ce que c'était que les tractions avant devant la porte. Et devant ces tractions avant, il y avait un jeune homme et que l'on connaissait parce que quand on était sur les remparts, on était jeunes, hein, on avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, toutes les trois, là. Et ben, ce jeune homme-là, il était pas mal, on le voyait passer, repasser, on croyait qu'il nous draguait. En fin de compte, il faisait partie de la milice. Et quand j'ai vu qu'il faisait partie de la milice, ce type-là, quand on a été arrêtés avec mon père, je pensais toujours comment il va venir chercher ma sœur et ma cousine, ils vont venir les prendre. Ils ne sont pas venus les prendre. Et voilà. Maintenant, alors, une fois que tout le temps, la déportation, je pensais
qu'est-ce qu'elles sont devenues, est-ce qu'on les a arrêtées, comment elles ont été prévenues. Toujours, je me suis posé ces questions. Les réponses, je les ai eues quand je suis revenue. Eh bien, quand mes deux sœurs aînées étaient parties à Marseille pour acheter de la marchandise, et quand elles sont revenues à la gare, il y a quelqu'un qui les a prévenues à la descente du train qu'il fallait pas qu'elles rentrent chez nous. Mes sœurs qui étaient sur le marché, alors là, j'ai jamais su. Une dit que c'est un Allemand qui est venu la prévenir, l'autre dit que c'est un voisin qui est venu la prévenir. En fin de compte, les souvenirs, vous savez, on se dit comment ça se fait qu'elles peuvent pas se rappeler, mais dans des émotions comme ça, il y a des choses qui échappent. En fin de compte, je leur demande toujours, et la marchandise, qu'est-ce que vous en avez fait? Eh bien, elles se rappellent plus. Elles sont parties, on les a cachées dans une petite pièce, dans un immeuble, dans une rue d'Avignon. Elles y sont restées 24 heures. Ma cousine, la mère était à Lyon, elle est partie prendre le train pour Lyon, en laissant toutes les affaires qu'elle avait pu déposer à la maison, naturellement. Et ma sœur Jacqueline a rejoint mes deux autres sœurs qui revenaient de Marseille, chez une amie avec qui on faisait du basket à Avignon, qui les a hébergées pendant une nuit, mais qui n'a pas pu les héberger non plus trop longtemps parce que son frère faisait de la résistance et qu'il ne pouvait pas prendre le risque d'héberger des Juifs. Donc elles sont parties et on leur a donné une adresse, justement, ce frère qui faisait de la résistance leur a donné une adresse à Bagnols-sur-Cèze et elles ont trouvé à être hébergées à Bagnols-sur-Cèze où elles sont restées jusqu'à la fin de la guerre. Mais entre-temps, ma sœur Suzanne, qui n'avait pas été arrêtée puisqu'elle n'habitait pas avec nous, avait été prévenue et on lui avait, par l'intermédiaire de quelqu'un, qui lui avait dit qu'il connaissait des gens qui avaient des relations avec la Gestapo et que si on avait des biens, moyennant finance, il pourrait peut-être nous faire sortir. Elles ont donné tout ce qu'elles avaient, un peu d'argent, un peu de bijoux. Ma sœur Lucienne et ma mère ont donné tout ce qu'elles avaient. Ma sœur Suzanne, malgré l'avis de son mari qui n'était pas d'accord, a donné aussi de l'argent et des bijoux. Et elle l'a porté à ce fameux gars qui, soi-disant, connaissait quelqu'un de la Gestapo. En fin de compte, elles se sont fait rouler parce que, alors qu'ils disaient qu'ils pouvaient nous faire sortir, nous, on était déjà en route pour Drancy. Quand on a été arrêté à Avignon, on est resté en garde, en prison d'Avignon, on est resté 24 heures ou 48 heures. Hein. Et puis de là, ils ont fait un groupage où il y avait encore d'autres prisonniers, résistants et juifs. On nous a embarqués en autobus jusqu'à Marseille. On est resté à la prison des Baumettes pendant 1 mois. Vous étiez séparés de votre père et de votre frère? Là, à la prison, jusqu'à Avignon, on a été ensemble. Arrivé à la prison des Baumettes, on a été séparés. Je les ai pas revus pendant 1 mois. Je les apercevais parce que les hommes avaient le droit de sortir. Leur cellule était plus, leur prise. Nous, on était dans un grand dortoir très aéré. Eux, les hommes étaient dans des petites cellules plus petites. Donc, ils avaient le droit de sortir dans la cour. Donc, en montant sur un banc de notre dortoir, j'apercevais mon père et mon petit frère. Eux me voyaient pas, mais moi, je les apercevais. Puis un jour, l'amoureux de ma sœur Jacqueline était boulanger-pâtissier. Ils nous ont fait parvenir un colis. Et un jour, à la prison des Baumettes, on m'appelle, il y a un colis pour vous. J'étais étonnée. Je veux prendre le colis, mais on ne me laisse pas le prendre, il faut que je l'ouvre devant eux. Il y avait des biscuits, des bonbons, des petites bricoles. Et il y avait mon beau-frère était boulanger-pâtissier, il avait fait une brioche. Alors moi je prends la brioche, mais non, elle nous le casse en 3. Et dedans, il avait mis un tube. Vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Des choses sans conséquences, mais qui ont eu des conséquences parce que moi, j'ai pas été punie,
Mais par contre, mon père, mon petit frère et mon neveu ont été privés de sortie, donc j'ai pas pu les revoir après jusqu'à ce qu'on... Et ça s'était passé peut-être 8 jours après qu'on avait été au Baumettes. Hein. Mais celle qui nous avait emmené le colis, elle m'avait dit, la personne qui nous a emmené le paquet a été arrêtée. On la garde pour savoir ce qu'il y a dans le colis. Je me suis toujours inquiétée en disant, qui est-ce qui a pu nous emmener, qui est-ce qui a fait cette bêtise de nous emmener le paquet? C'était des questions que je me suis posées tout le temps de la déportation. Là encore, j'ai eu la réponse. Ma sœur Lucienne avait emmené le paquet, mais elle avait eu l'intelligence de le déposer au concierge et de repartir tout de suite. Donc on va reprendre. On était à la prison des Baumettes. Vous restez un mois. Alors on est resté un mois. Un beau jour, on nous rassemble. On quitte les Baumettes pour rejoindre un autocar qui va nous emmener à la gare. Pour arriver à Drancy, je vois arriver, j'avais pas vu mon père, je les avais pas revus, je les revois et ça a été un choc. D'abord mon père commençait déjà à avoir maigri un petit peu, mais il n'était pas trop changé. Mon petit frère, mon neveu n'avait pas changé, mais mon père et mon frère étaient menottés ensemble comme des gangsters. Et mon petit frère et mon neveu, Jojo, étaient menottés avec un autre monsieur. Et il n'a pas fallu qu'on s'approche d'eux, on n'a pas eu le droit, je ne les ai pas embrassés, je ne les ai pas embrassés. Quand on est arrivé dans le train à la gare de Marseille, c'était des wagons, cette fois-ci des wagons normaux, 3e classe naturellement, enfin c'était des wagons normaux. C'est pareil, on n'a pas eu le droit d'être ensemble. Il y avait une sentinelle, là c'était un Allemand, il était un Allemand et un gendarme, ils étaient dans le couloir, mais on n'avait pas le droit de s'approcher d'eux. On avait le droit d'aller aux toilettes, mais on n'avait pas le droit de passer devant les hommes, donc on ne les a pas vus. On savait qu'on allait à Drancy, mais on n'était pas tellement un grand groupe, hein. On était peut-être, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine. Comme femmes, on était combien? On était peut-être 7, 6, je ne sais plus exactement. Enfin, on avait un compartiment pour nous les femmes seulement. Et vous savez, comme quoi on ne savait pas où on allait, c'est que comme on était des petites jeunes filles et qu'on voulait être belles pour arriver à Paris, je me souviens qu'on allait dans les toilettes prendre le papier hygiénique qu'il y avait, papier de soie, et on se faisait des papillotes pour qu'on ait un peu de frisette, pour qu'on arrive à Paris, qu'on soit belle. On pensait pas du tout. Alors, quand on est arrivé à la gare de Lyon, on nous a embarqués dans les autobus, et quand on est passé dans les autobus, il y avait des agents. Je ne sais même pas s'il y avait un Allemand, peut-être que oui, voilà, mais c'était des agents, les gendarmes. Dans l'autobus, je me souviens, pour aller de la gare de Lyon, à Drancy, on est passé par la rue d'Angoulême. Je disais, mon petit frère, on le ferait sauter, mon petit frère, il serait pas menotté, il sautait. Et puis, enfin bon, ça c'était des paroles ridicules, parce qu'il était menotté avec mon père, donc il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'on ne leur avait pas enlevé les menottes jusque Drancy. Là, je m'étais pas approchée de lui, mais malgré tout, on était dans un autobus, on était quand même plus près que dans le train, puis c'est dans le train, on pouvait même pas les apercevoir. Donc on s'était vus de près. Dire que j'avais maigri à Marseille, je sais pas, je me rappelle pas. On n'était pas tellement mal nourris au Baumettes. Mais ça, je me souviens pas. La nourriture, c'est un détail. On est arrivé à Drancy. Alors à Drancy, naturellement, il a fallu... c'était un grand parc avec ses grands immeubles tout autour. Il y avait des barbelés. On est rentré à l'intérieur de ces barbelés. Il y avait, je me souviens, une baraque dans le fond. Il a fallu décliner nos identités. Et ceux qui avaient des bijoux, les donner. Et là, j'ai appris justement au CDJC, il n'y a pas tellement longtemps, où je demandais des renseignements, que mon père avait de l'argent sur lui, il avait dû en donner un peu à mon neveu Jojo, parce que mon neveu Jojo était jeune, n'avait pas d'argent, donc il en avait donné un peu à mon neveu, et que mon père aussi avait une montre en or.
De toute façon, ça, ils n'ont jamais remboursé ces trucs-là. Moi, j'avais une petite chevalière et une chaîne, mais quand on est arrivé au Baumettes, avant de nous interroger, de nous mettre dans dans le grand dortoir, ils nous avaient mis dans une petite cellule, et on était, combien qu'on était? Il y avait Marceline, on était quatre filles ensemble, et on avait trouvé, comme idée de génie, c'était de planquer nos bijoux pour les récupérer quand on retournerait dans notre cellule. Mais vous pensez que on n'est jamais retourné dans cette cellule. Les Allemands le savaient certainement et ils venaient à la pêche après. Donc on est arrivé à Drancy. À Drancy, de nouveau, les femmes étaient dans un bloc, les hommes dans un autre. On n'avait pas le droit d'être ensemble. Mais par contre, dans la cour, on avait le droit de se promener ensemble. Vous dire comment on mangeait à Drancy, je ne me souviens pas. Si on y avait un réfectoire ou si on mangeait dans les chambrées. C'était des chambrées. Je ne sais plus s'il y avait des lits superposés ou si on dormait par terre. C'est encore un trou. Chez les hommes, on n'avait pas le droit d'y aller, naturellement. Mais on se retrouvait dans la cour. Dans la cour, je me souviens, je lavais le linge de mon père parce qu'il y avait un espèce de lavabo. À Drancy, c'était bien organisé. Il y avait des petites baraques au rez-de-chaussée où vous aviez pharmacie, vous aviez de quoi aller chercher, de quoi laver son linge, de quoi, s'il nous manquait quelque chose, d'aller s'habiller. C'était tout à fait bien organisé. Hein. Donc je lavais le peu de linge qu'on avait, je le lavais, et je me souviens qu'il y avait avec nous un résistant c'était un monsieur tout seul, et je me souviens qu'en même temps que le linge de mon père et de mon petit frère et de mon neveu, je lavais son linge aussi. Hein. Donc, et puis ils ont demandé, il y avait une responsable, il y avait une responsable désignée pour faire le balayage de la salle, et ils avaient demandé des volontaires pour les pluches. Je m'étais désignée comme volontaire, donc tous les matins j'allais aux pluches, et là encore, mon répertoire de chansons y passait, et comme c'était des chansons très connues, tout le monde chantait en épluchant les légumes. Drancy, c'était pas désagréable. Pour les jeunes, les personnes plus âgées, peut-être que c'était pour elles, peut-être qu'ils réalisaient, ils pensaient autrement, différemment que nous, mais nous les jeunes, Vous n'aviez pas conscience. On se rendait pas compte. Danger, hein. Ça draguait, ça. Non, on se rendait pas vraiment pas compte. Hein. Et le soir, il y avait couvre-feu naturellement, mais comme on avait le droit de se balader dans la cour femmes, hommes, eh bien, ils s'organisaient des petites fêtes dans les chambrées le soir, et clandestines naturellement, et il y avait des petits spectacles. Il y avait même des balles, ça, à cette époque-là, j'y allais pas. Mais je me souviens que à l'époque où j'y étais, il y avait parmi les prisonniers, il y avait un prestidigitateur, et il nous avait fait une petite séance de prestidigitation. Il y avait des spectacles comme ça qui se faisaient. Il y en a qui restaient longtemps à Drancy. Pourquoi qui restaient? Ceux qui restaient longtemps, c'était ceux qui étaient mariés avec des catholiques, ou des femmes mariées avec des catholiques, ou des hommes mariés avec des catholiques. Alors ceux-là restaient un peu plus longtemps que les autres, peut-être le temps de contrôler si vraiment leur compagnon ou leur compagne étaient catholiques. Hein. Les autres, en principe, on restait une dizaine de jours. Mais il y avait des gens qui avaient des relations qui restaient plus longtemps, des professions aussi qui faisaient qu'un médecin restait plus longtemps que les autres, un pharmacien plus longtemps. Nous, on reste à peu près une dizaine de jours. C'est le temps que vous êtes restés. On est resté une dizaine de jours. Un beau jour, on nous a dit demain matin, c'est l'appel. Le jour, quand ils nous ont annoncé ça, ils ont fait monter les hommes. Il y avait un petit salon de coiffure. Ils ont fait monter les hommes, et les hommes sont descendus. Ils étaient tous rasés. Maintenant, c'est la mode. Ça ne semble pas ridicule, mais quand j'ai vu mon père descendre, alors qu'il avait une très belle chevelure, j'ai vu mon petit-neveu qui avait 14 ans, et qui à l'époque, c'était l'époque des azous. Il en paraissait 17-18. Il se coiffait comme les azous avec une banane. Il était fier de sa coiffure. Mon petit frère, il se rendait peut-être pas compte, mais enfin, ses cheveux, c'était quand même quelque chose. Quand je les ai vus descendre tout rasés, on leur avait donné pour cacher leur crâne rasé un béret basque. C'était les oreilles qui arrêtaient le béret basque. Bêtement, j'ai ri. Après, avec le recul, je me suis rendu compte qu'eux, ça devait être affreux de descendre les cheveux comme ça. Hein.
Et puis bon, le lendemain matin, réveil à 5 heures du matin, tout le monde est rassemblé dans la cour. On a le droit de prendre une couverture par personne. Et moi, j'avais un petit sac à provisions. J'ai des collègues à qui j'ai demandé, elles me disent non, on n'avait pas de nourriture. Bon, qui a tort, qui a raison. Mais je sais que j'avais, maintenant, étant donné que j'étais à la cuisine, peut-être que j'avais resquillé quelques petites nourritures. J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, moi, j'avais un petit sac avec des provisions. Et on nous embarque dans les autobus. On avait fait des connaissances à Drancy, on avait sympathisé. J'avais sympathisé avec des jeunes. Mon père, je l'ai beaucoup négligé pendant cette période de Drancy. J'ai toujours des remords, moi, après, mais en attendant, je l'ai quand même négligé. Je le voyais un peu, mais de préférence, je préférais être avec les jeunes. Hein. Mon petit frère, mon neveu, c'est pareil. Je leur parlais pas trop. Mais mon père avait trouvé de la famille de ma mère, justement, lui, il était marié avec une catholique. Alors lui, il était là-bas, donc il parlait avec mon père. Et je pense que pour les jeunes, il y avait quelqu'un qui devait s'occuper d'eux pour les distraire, je crois. Je ne me rappelle pas. Et donc, on nous embarque, on se retrouve à la gare de Bobigny. On descend des autobus, on nous parque sur le quai. Devant nous, il y avait un train, mais c'était un train de marchandises. On ne pensait pas que c'était pour nous. Comme on s'était rassemblés par sympathie, on était groupés tous ensemble quand même. Moi, j'avais près de mon père et de mes neveux et frères. Je ne quittais pas. Et puis j'étais avec un petit groupe d'amis, on ne se quittait pas. Et alors là, jusque-là, il n'y avait jamais entendu de cri, hein. Jamais de bousculade, jamais de cri. Mais alors là, ça a commencé. Les Allemands, avec leurs chiens, on nous a poussés, et Schnell, ça commençait déjà. Et on nous a poussés dans les wagons. C'était pour nous, les wagons. Des wagons, rien. Un peu de paille par terre, c'est tout. Et une espèce de tonneau au milieu. On nous a poussés là-dedans. Pourquoi que nous, on était juste en face de la porte? Eh ben parce que on était dans les premiers qu'on s'est trouvés là. Mais enfin, le wagon, il y en a eu à droite, il y en a eu à gauche, il y en a eu partout. On était peut-être, je sais pas, là-dedans combien, je sais pas, je me rends pas compte, mais on n'avait pas de place du tout pour bouger. Et mon père étant donné qu'il était dans les premiers, il était assis le long de la paroi. Heureusement, parce que comme ça, il a pu avoir le dos appuyé. Mon petit frère et mon neveu étaient à côté de lui, et moi, j'étais devant lui. Et puis, les jeunes que j'aurais mettre à côté, eux, ils étaient de l'autre côté du wagon. En face, mais de l'autre côté de la paroi. Et puis, on est resté comme ça. Chacun essayait de se placer comme il pouvait. Mon père était fier de nous montrer, quand il est monté dans l'autobus, que à la place d'avoir une couverture par personne, il avait tellement maigri qu'il avait pu en mettre 2 dans son pantalon. Alors, il était fier de montrer qu'il avait esquillé 2 couvertures. Ça nous a aidés, parce qu'il a pu s'asseoir sur ces 2 couvertures. C'était moins dur par terre. Donc, avec ces couvertures, on n'avait pas besoin de couverture pour se protéger, parce que tant de personnes dans un wagon, je peux vous dire qu'on n'a pas froid. Seulement, ça nous a servi pour arranger, parce que cette tinette qui était en plein milieu du wagon, ça voulait dire qu'il fallait faire ses besoins. On a compris ça tout de suite, qu'on aurait besoin de faire nos besoins devant tout le monde. Au début, tout le monde a hésité, puis après, bon, la nature est là, il a fallu y aller. Donc, ils avaient arrangé, je ne sais pas comment, mais on était un peu protégés par les couvertures. Au début, bon, la tinette n'était pas pleine. Petit à petit, elle est devenue pleine, plus que pleine. Elle a débordé. L'odeur infecte dans cette odeur. Ensuite, notre wagon, on est mal tombé. Il n'y avait pas du tout de... Vous savez, dans certains wagons à marchandises, il y a des petits vasistas en haut, à l'angle. Le nôtre, il n'y en avait pas. Il y avait l'air passait que par les interstices des planches du wagon. On n'avait pas beaucoup d'air et on ne voyait absolument pas les villes que l'on passait avec le train. Et on commençait à manquer d'air. Mon petit frère a commencé à être mal. Déjà, il me demandait à manger. Et moi, je voulais pas qu'il mange tout d'un seul coup. Je le restreignais. Des remords encore, là. Mais enfin, ça c'est bête parce que malheureusement, où il est passé, il n'avait plus besoin de manger. Donc, il me demandait à manger. Je disais, on ne sait pas combien de temps que ça va durer le voyage, il faut en garder un peu. Donc, on a échelonné la nourriture qu'on avait.
Et puis, mon frère s'est trouvé mal. En route, mon petit frère s'est trouvé mal. Et puis, on l'a approché du bord de la paroi pour qu'il ait un petit peu d'air. Et un tout petit peu après, le train est arrivé, on a déverrouillé les portes. Et enfin, il y a eu un bol d'air qui est arrivé, on était contents. Mais alors, en même temps que le bol d'air, il y a eu commencement de hurlements, des hurlements, il y avait les phares qui nous aveuglaient, et puis tous ces hurlements, tous les aboiements des chiens, il y avait la foule qui grouillait sur le quai. On nous a fait descendre, schnell, ça a déjà commencé. Laissez vos affaires dans le wagon. Nous, on n'en avait pas, mais certains étaient quand même avec des petits paquets. Et ils nous ont commencé à nous dire, ceux qui se sentent fatigués, il y a des camions qui sont là pour les emmener au camp. Vous vous retrouverez en famille après. J'ai dit à mon père, comme mon frère était fatigué, j'ai dit à mon père, va avec Richard, va avec Gilbert, prends le camion. Il m'a écouté, peut-être qu'il aurait, de toute façon de lui-même, il aurait peut-être pris le camion, parce qu'il avait quand même 61 ans, 62 ans, pour moi c'était vieux. Et puis d'avoir été assis comme ça sans bouger, certainement qu'il devait être ankylosé. En fin de compte, il l'a pris, le camion. Par contre, Jojo, mon neveu, il avait 14 ans. Moi, j'en avais 19. J'étais contente de pouvoir marcher, enfin. Donc, pas ennemi du tout de marcher. Donc, quand ils ont dit ceux qui sont fatigués prennent les camions, ceux qui veulent marcher marchent, j'ai tout de suite été dans les rangs avec ceux, et Jojo, avec ceux qui allaient marcher. Là, j'étais avec Jojo. On est parti. Quand ils ont dit que les hommes et les femmes doivent te mettre séparés, mon neveu, j'ai même pas pu embrasser mon père, hein. J'ai pas embrassé mon frère, j'ai pas embrassé mon neveu non plus. On a été séparés. Et puis chacun est parti de son côté. J'ai jamais revu mon neveu. Et puis moi, je suis partie avec les femmes, on a marché à pied assez longtemps, mais ça semblait bon, parce qu'il faisait froid, mais ça semblait bon, on respirait l'air pur. Et là commençaient les bruits, les cris, là on nous poussait, là il fallait faire vite, mais toujours on pensait aller dans un camp de travail. À Drancy, je disais à mon père, eh ben, toi t'étais tailleur, tu diras que tu es tailleur, tu iras coudre dans un atelier. Je disais, mon neveu, il était costaud, il avait 14 ans, mais il en paraissait 18. Je disais, ben, il ira travailler au champ, en atelier. Et moi, je me voyais dans les cuisines, à la couture, ce que je me voyais faire, mais bon, je me voyais travailler. Et mon petit frère, je le voyais aller à l'école. Vous voyez comment je m'imaginais que c'était un camp de travail? Bon, donc, on marche à pied, il faut faire vite. Il fait froid, mais c'est pas désagréable. C'est encore la nuit. On est arrivé à l'aube, mais il faisait noir encore. Et on arrive dans le camp, les grillages, les portes qui s'ouvrent. On rentre dans ce camp. Et vous avez la chanson qui entend ce corne morne et sauvage. Mais on n'a même pas le temps de s'apercevoir comment est le camp. On n'a même pas le temps de regarder. On commence déjà à être complètement abruti. On ne sait pas où on va tomber. Et on nous dirige vers une grande salle. Et là, on est dans cette grande salle, une grande salle nue. Il y a dans le fond, tout le long du mur, il y a des soldats allemands. Autour de nous, pendant qu'on était à la descente du train, il y avait une foule de bagnards. Certains parlaient allemand, quelques-uns parlaient français. Et quand ils s'approchaient de nous, ceux qu'on comprenait, disaient « Si vous avez des enfants, en bas âge, donnez-les aux personnes âgées à côté de vous. » On ne comprenait pas pourquoi. Mais enfin, il y avait des personnes jeunes qui avaient leurs enfants dans les bras ou à la main, un petit bébé qui marchait à peine. Bien, elles étaient avec leur grand-mère, avec leur mère. Eh bien, quelle est l'importance? Elles nous ont confié leurs enfants. Mais des jeunes femmes qui étaient toutes seules avec leur enfant, vous voyez pas une maman donner son bébé comme ça à quelqu'un qu'elle connaît pas. Celle-là, elle les gardait. Donc, quand on était en rang et qu'on partait en direction du camp, on passait devant
un barrage, si vous voulez, où il y avait tous les SS qui étaient là. Et alors, c'est ceux-là qui nous triaient. Ça, c'était la première sélection, elle était volontaire. Les gens étaient montés volontairement dans les camions. Celle-là, elle était involontaire parce que eux, d'un coup d'œil comme ça, ils jugeaient ceux qui seraient capables de travailler et ceux qui ne le seraient pas. Donc, une personne qui semblait maladive, elle allait à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus. Celle qui était un peu âgée, elle n'était pas capable de travailler, elle allait rejoindre celle qui était maladive. Ceux qui étaient jeunes, un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 14 ans même, pas apte à travailler, elle allait aussi rejoindre ceux qui étaient malades. Mon neveu avait 14 ans, mais il en paraissait 17. Lui, il est rentré au camp. J'avais des petites amies qui avaient 14-15 ans. Elles faisaient jeunes filles. Elles sont rentrées au camp. Donc ceux qui n'étaient pas aptes à rentrer, aller au camp, alors il leur disait, ça serait fatigant de marcher, prenez les camions, vous retrouverez votre famille dans les camps. Donc c'était pas volontaire, mais elles sont montées en camion. Les autres sont partis, et quand on est arrivé au camp, naturellement, dès qu'on est arrivé et qu'on a pu se renseigner, on demandait quand est-ce qu'on va revoir nos familles. Et quand on est au camp, on perd toute humanité. Donc, froidement, elle nous disait, la fumée, tu vois ce que c'est? C'est eux. La première qui nous a dit ça, on a dit, elle est vache, c'est par vacherie qu'elle nous dit ça. C'est parce qu'elle se venge, parce qu'elle est là depuis longtemps. Puis quand il y a le deuxième et puis la troisième qui vous dit la même chose, à la fin, vous comprenez que vous ne les reverrez plus. Mais on espère toujours quand même, pendant longtemps, on espère que eux auront échappé au gaz. Malheureusement, ils n'ont pas échappé au gaz. Hein. Donc on commence à rentrer au camp. Là on est encore civilisé, là on a encore nos vêtements, là on est encore nous, abrutis par le voyage, abrutis par cette arrivée parce qu'on ne sait plus où on est, et on commence à nous dire déshabillez-vous, ôtez vos vêtements. Alors bon, on a des manteaux, on enlève nos manteaux, on commence à voir les plier, on commence déjà à nous ficher des coups de pied dedans, c'est pas la peine de plier, vous laissez tomber par terre. Alors, et c'est le pull vert. Et puis, alors, quand on commence à atteindre la combinaison, à l'époque, on portait des combinaisons. Alors là, ça nous choque parce que il y a tous les soldats qui sont derrière, dans le fond, et on est des jeunes, on est pudiques, on veut pas se montrer en tenue comme ça, en culotte et en soutien-gorge. Il faut se déshabiller, on vous bouscule. Là, les coups commencent à pleuvoir. Donc, on se déshabille. Et puis, il faut enlever aussi la culotte, il faut enlever le soutien-gorge. Il faut être nu, complètement nu. Là, c'est la première, déjà, la première humiliation. Parce qu'on aurait pu se faire immatriculer habillé. Non, il faut être tout nu. Et alors là, on commence à passer à l'immatriculation. Je suppose qu'ils avaient mis des lettres pour que l'on soit placé par ordre alphabétique. Donc, moi, je suis dans les cas, certainement, avec les lettres qui suivent ou qui précèdent. On me demande mon nom, mon âge, d'où je viens, je décline tout ça, et on me donne un numéro. Je passe à côté, on me tatoue mon numéro, et à ce moment-là, terminé, on est nu, on n'a plus de nom, on n'a plus que ce numéro. Ce numéro, il faut se le rappeler. Moi, je ne parle pas allemand du tout. J'ai eu un mal fou à me le mettre dans la tête. Et une fois tout nu, une fois tatoué, il y en a qui essayent de l'effacer, ça part pas, c'est bien profond. Le mien, je suis tombée sur quelqu'un qui écrit bien. Il est beau, mon numéro. Il y en a qui ont des chiffres énormes, d'autres c'est irrégulier, d'autres c'est mal écrit. Moi, j'ai une amie qui était avec moi, elle s'était trompée, celle qui avait écrit. Alors elle a barré, et puis elle a remis les noms de numéros dessus. Ben, moi, je suis bien tombée, j'ai un beau numéro. Après tout ça, on passe dans une petite pièce à côté. Là, c'est l'épouillage, c'est le rasage. On vous enlève tous les poils que vous avez et on vous rase. Nous, notre convoi, pourquoi? On n'en sait rien. On n'a pas tous été rasés. Certaines ont gardé le cheveu, dont moi. Moi, j'ai gardé mes cheveux. Il faut dire qu'ils n'étaient pas beaux, qu'ils étaient raides. Alors, j'ai gardé mes cheveux. J'avais des amies qui avaient des belles chevelures toutes frisées. Elles ont été rasées. Elles avaient peut-être des poux. Moi, en principe, j'avais une tête à poux quand j'étais gamine.
Mais là, je ne devais pas en avoir parce que avant de vous raser, ils regardaient si on avait des poux, des bêtes ou des lentes. Eh bien, certainement que j'en avais pas. Donc, j'ai pas été rasée, j'ai eu les cheveux. Mais sinon, on rasait les cheveux, mais j'avais plus un poil, j'étais imberbe. Donc, on arrive, une fois là, on vous pousse dans une salle à côté, c'est la salle de douche. Alors là, on est heureux, parce que les douches, on les craint pas. Allez, quand on arrive comme ça, quand on parle de douche, on craint pas que ça soit le gaz, hein. C'est la douche. Alors on était heureux, on était sale depuis 3 jours, 3 nuits qu'on ne s'était pas déshabillé. On était heureux de prendre une douche. Bon, la douche, d'abord, on n'a pas de savon. Alors, il y a une espèce de pâte qui est au bord de l'entrée de la salle. Ceux qui pensent à en prendre, en prennent. Les autres vont carrément sous les pommes de douche qui sont... c'est une grande salle. Il y a je ne sais combien, peut-être une quarantaine de pommes de douche. On rentre par 40 là-dedans, ou 50, je ne sais plus. Il commence à couler un petit peu d'eau. Elle est certainement pas chaude, mais enfin bon, elle nous fait plaisir. On croit qu'on va avoir le temps de se laver, de se savonner, non, à peine que quelques gouttes, le temps d'être un peu humide, hop, c'est terminé, on nous éjecte et rarousse, on va dans une autre pièce à côté, une pièce plus grande, vitrée. Les vitres auraient été fermées, ça aurait été formidable, mais pour les juifs, des vitres cassées sont largement suffisantes. Si elles crèvent au départ, ben, tant mieux. Ben, on n'a pas crevé. On a survécu à ça. Et alors, on attendait des serviettes pour s'essuyer. On les attend encore. C'était la première fois qu'on séchait à l'air. Après, on a été habitués, on séchait toujours à l'air. Et une fois qu'on a été tous rassemblés dans cette grande salle, alors c'est la distribution des vêtements. Quand on parle des vêtements que les déportés, on s'imagine toujours les déportés en tenue rayée. Et c'est une chose qui est très fausse. Les tenues rayées étaient réservées à ceux qui avaient des commandos qui les mettaient en contact avec les civils allemands ou avec les soldats allemands. Les autres, les juifs, avaient le droit à des haillons. Et des haillons, c'était pas des beaux vêtements. Ils en récupéraient dans les affaires qui arrivaient dans des wagons. Mais ça, ils les triaient, ils les gardaient pour eux. Nous, on avait les résidus. Et les résidus, eh ben, c'était distribué au petit bonheur la chance. Il y en a une, elle avait la chance, elle aurait eu un costume, mais ça aurait pu être aussi un pantalon sans avoir le haut. D'autres avaient un pull vert sans avoir de jupe. Petit à petit, il fallait qu'entre nous, on s'arrange à faire du troc pour retrouver au moins quelque chose de costume. Un costume qui fasse au moins le haut et le bas. Des culottes, je demande à tout le monde, est-ce qu'on avait des culottes? On ne distribue pas de culottes. Est-ce qu'on y distribuait des combinaisons? Je pense que en tant que combinaison, on distribuait des tissus, de la lingerie, mais ça pouvait être aussi bien soit une robe du soir, soit... Moi, je me souviens, j'avais eu une espèce de chemise de nuit. Je pense que c'était en guise de combinaison. Elle m'a rendu service, hein. Et moi, j'avais eu un petit costume. J'avais eu la chance d'avoir un petit costume. C'était un espèce de coton perlé. Au mois de novembre, c'est un peu froid. On est arrivé au mois d'avril, je raconte des blagues. Au mois d'avril, c'est encore un peu froid, mais enfin, j'avais un costume. Et puis alors les chaussures, c'était pareil. Vous pouviez tomber avec un talon haut ou un talon plat, avec un 39 et puis un 42, mais ça, c'était après, entre nous. Il fallait, parce que c'était pas la peine de dire « Madame l'Allemande », ça c'est pas ma pointure, hein. Elle nous aurait fichu des coups et puis nous envoyait balader. Démerdez-vous, qu'elle aurait dit. Et c'est ce qu'on faisait. On se débrouillait entre nous. Une fois qu'on a tous été déguisés, on est en rang. Et elle commence, il y a des militaires, là, qui commencent à demander qui est-ce qui sait chanter, qui est-ce qui sait danser, qui est-ce qui a des diplômes, est-ce qu'il y a des docteurs, des infirmiers, des pharmaciens. Chacun décline ce qu'ils savent faire. Moi, je sais rien faire, donc les dactylos, ça ne les intéressait pas. Mais il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent danser, et il y en a qui sont... Parmi nous, il y avait je ne sais pas s'il y avait des médecins, il y avait... alors, ceux-là, par exemple, un médecin, on lui prend son numéro, puisque maintenant c'est un numéro. Tous les diplômés, on leur prend leur numéro. Par contre, celle qui sait chanter, elle peut le montrer. Donc, on a le droit à un petit spectacle. Il y a des chanteuses. Et il y en a, je peux vous garantir, qui chantaient drôlement bien. Et
il y avait, je me souviens, une petite jeune fille, elle était adorable, tout en étant rasée et déguisée avec les vêtements qu'on lui avait donnés. C'était un petit rat de l'opéra. Donc, il lui demande de danser. Elle nous a fait La mort du cygne en... Imaginez, vous voyez le tableau, rasé, déguisé comme un pantin, et à nous faire La mort du cygne. Et c'était triste et risible. C'était beau comme tout. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette petite jeune fille, est-ce qu'elle est revenue ou pas, mais grâce à ça, elle est devenue Hofzerine. C'est-à-dire que dans le camp, alors là, elle est habillée en rayé, même plus qu'en rayé, elle était habillée comme la tenue des supérieurs au camp. Elle avait la petite jupe bleu marine, et puis le petit corsage blanc, et puis la veste. Et elle était Hofzerine, c'est-à-dire c'est elle qui transmettait les ordres des bureaux d'Allemands à un autre Allemand. Elle a eu le droit à une petite planque. Ce qu'elle est devenue, je n'en sais rien. Elle est peut-être morte comme les autres, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ni son nom d'ailleurs, je ne me rappelle pas non plus. Eh bien après, donc on est en quarantaine. On nous amène on n'a toujours pas mangé, hein, on n'a toujours pas bu. On nous amène devant un bloc. On nous distribue une soupe. D'abord, on nous donne une espèce d'écuelle. On est en rang, parce qu'avec les Allemands, il faut toujours être en rang. On est en rang. Et il faut être bien droite dans ce rang, il faut se tenir comme il faut, correct. On nous donne une gamelle. On est en rang par 5. Hein. Et alors, la première reçoit une gamelle, une espèce d'écuelle, tout ébréché en émail rouge. Et les autres attendent l'écuelle, mais les autres n'y auront pas droit. Et on commence la distribution de la soupe. Une espèce de... Nous, on était contents d'avoir enfin la soupe. C'était une espèce de soupe grisâtre, un petit peu épaissie. Rien que l'odeur, quand on a approché l'écuelle de notre nez, ça nous a donné des hauts le cœur. Et puis, en plus, pas de cuillère. Et cette soupe, il fallait la laper comme un chien. On était à 5 à laper dans une écuelle ébréchée. 5 qui ne se connaissaient pas. On était encore civilisés. On venait de prison, c'est exact, mais en prison ou à Drancy, on avait quand même chacun sa gamelle, chacun son... Donc il faut à 5 boire dans cette écuelle qui est toute ébréchée. La plupart, je crois bien qu'il n'y en a aucune qui ait goûté. Mais par contre, les anciennes internées qui étaient là avant nous savaient que ceux qui arrivaient ne mangeaient pas leur soupe. Donc, elles étaient tout autour de nous, à nous tendre leurs bras décharnés. On les voyait dégoûtantes, on les voyait sales, dans des haillons, avec des espèces de chiffons aux pieds. Elles nous dégoûtaient, ces femmes. On disait qu'est-ce qu'elles sont sales, comment elles sont... Vraiment, on les critiquait. On les critiquait avec nos yeux de civilisés. Hein. Et notre soupe, on leur donnait avec plaisir, hein, en disant, dis donc, elles sont pas difficiles. Je peux vous garantir que ça n'a pas été long pour que nous aussi, cette soupe, on l'attende avec impatience. Hein. Donc, on nous donne la soupe, on la mange pas, et après, on nous dirige enfin dans notre quartier où nous allons vivre. Alors, dans ces fameux blocs, on rentre, là, nous, on va dans un bloc, c'est le bloc de quarantaine. Il y en a qui se rappellent du numéro de ce bloc. Moi, je me rappelle plus. Alors, je dirais pas de bêtises, que ça soit le bloc 25, 27 ou je sais plus. Enfin, c'est le bloc de quarantaine, ça veut dire que pendant quelque temps, nous n'allons pas travailler. Les Allemands ont très très peur de je devrais pas dire les Allemands, je devrais dire les nazis ou les SS. Ont très très peur de la contagion. Donc, on est en quarantaine. Et normalement, on ne travaille pas. On nous dirige, nous, on croit qu'on va trouver des lits superposés, comme on avait en prison. Non, on nous place dans une espèce de grande chambrée qui nous paraît sombre et qui est basse de plafond, qui est sombre. Il y a une espèce de bonne femme qui commence à hurler en polonais ou en allemand, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle aussi commence à agiter sa schlag, parce que les coups commencent à pleuvoir déjà. Hein. On ne les reçoit pas tous, naturellement, mais il y en a quelqu'un qui les reçoit.
et on nous bouscule pour qu'on rentre dans ce fameux bloc, et on doit se placer devant chaque des espèces de niches. On est là par petits groupes, c'est elles qui nous séparent, en petits groupes on est là, et on doit rentrer dans ces espèces de niches. Les plus débrouillardes grimpent au 3e étage. Elles sont débrouillardes, elles sont agiles, elles prennent pas le temps de réfléchir, elles grimpent. Ça, c'est les meilleures places. Moi, je suis pas trop débrouillarde. Je suis un peu peureuse. Je suis au milieu. Je tombe d'être au milieu parce que je suis avec mes petites copines que j'avais à Marseille. On est toutes les 3 ensemble. On se quitte pas. Donc, il y a Marceline, il y a Hélène, il y a moi, et je tombe avec une autre femme, avec ses 2 filles. Est-ce qu'il y en avait d'autres avec nous? Je sais pas. Mais de celle-ci, je me rappelle. On était au moins 6 alors. Hein? Peut-être plus, mais enfin 6, je me rappelle. Ces 3 femmes qui étaient là, eh ben, c'était Simone Veil, sa mère et sa sœur. Je savais pas qu'elle allait devenir cette ministre, cette femme qui allait maintenant, hein, à cette époque. Donc on est en quarantaine, on se met là-dedans. Dans cette messe de niche, il y a une paillasse, ça pique, ça pue, c'est une espèce de paille. Dessus, il y a une couverture. La couverture, normalement, elle est pour se couvrir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on couvre avec? Est-ce qu'on la met sur la paille? Je me souviens plus. En tous les cas, on se couche. On se couche toutes les 6 du même côté ensemble. Assises dans une espèce sur une superficie, je sais pas, le côté faisait peut-être, je sais pas moi, 2 mètres grand maximum. Donc il faut être sur la tranche, collées les unes contre les autres. Collées, c'est pareil encore. Marceline était mignonne, sympathique. Les autres 3 femmes, c'était la meilleure sœur, elles étaient là, mais j'étais pas contre elles. J'étais donc contre Marceline. Et j'étais aussi contre une petite Hélène, qui Hélène était la pauvre, elle avait 14 ans, elle avait été arrêtée déjà depuis très longtemps, elle était comme résistante, elle avait fait la prison à Nîmes, et puis après elle avait été à Montluc, après elle avait échoué à Marseille, mais elle se laissait aller, elle était pas propre, elle était sale. Elle se laissait, la pauvre, 14 ans, elle avait abandonné toute sa famille, elle était toute seule, elle était perdue, mais pour moi elle était sale et j'avais un peu de la répugnance à être contre elle, mais bon, je m'y suis mis quand même par la force des choses. Mais là, j'avais apprécié cette espèce de chemise que j'avais eue, genre chemise de nuit, donc je rentrais mes mains dans les demi-manches qu'il y avait, et je me recroquevillais, j'étais pas trop au contact ni d'elle, ni de la paille. Et même tel quel, on s'est endormi tout de suite. Hein. Tout le monde a dormi. Je pense que tout le monde a fait comme moi. Vers 3 heures du matin, branle-bas général, on nous dit qu'il faut se lever. Alors, Auchten, qu'est-ce que ça veut dire, Auchten? On ne sait pas, mais bon, on le comprend par les coups que l'on reçoit, parce que on comprend que la Blokova commence à vouloir nous faire lever. Il y en a qui ont compris, celles qui parlent le yiddish, elles comprennent un peu, moi je comprends rien. Je sais pas si dans ma koya, c'était ces espèces de niches hein, qu'on appelait koya. Je sais pas si elles ont compris, mais par la force des choses, on comprend quand on vous cogne. Donc on descend de la koya et il faut sortir en vitesse, reprendre nos chaussures. À l'époque, on n'avait pas peur des vols, donc nos chaussures, nos vêtements qu'on avait eus, je crois qu'on les avait retirés et qu'on les avait mis sous nos têtes, sans avoir peur qu'on nous les vole. Je vous avais dit aussi, c'est qu'au rez-de-chaussée, il y avait 3 étages, et au rez-de-chaussée, il y en avait aussi qui couchaient. Celles-ci, elles étaient mal en point, c'était sur de la brique, carrément. Hein. Donc, on sort en vitesse, et là, on entend à l'appel, il faut se mettre, c'est l'appel, donc de nouveau en rang, de nouveau debout, de nouveau se tenir bien droite, à 5 heures du matin, quand vous en peine, on comprend qu'il faut le faire, on le fait. On a tous froid, on se colle les unes contre les autres, ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, et qu'on nous sépare à coups de schlag. Et puis on dit café au lait. Alors moi je comprends café au lait. J'ai dit chouette, on va avoir du café au lait. Non, c'est pas café au lait, c'était
caféole, un genre comme ça, quoi. Moi, j'avais compris café au lait. Donc, c'est encore des volontaires qui doivent aller aux cuisines chercher des espèces de grands seaux avec un liquide noirâtre qu'on nous ramène, qui, soi-disant, c'est du thé ou du café ou je sais pas trop ce que c'est. C'est pareil, c'était pas bon, mais c'était tiédasse. Ça nous a lavé un peu la bouche et on l'a pris. Toujours, tous pour les 5, hein. On avait toujours une gamelle pour 5, hein. Donc là, on commence un petit peu à être moins fiers, vous voyez, et on boit tous les 5 notre breuvage. Et alors on est à l'appel et puis on reste là-dedans à nous faire compter, recompter. Toujours les appels, c'était affreux parce que jamais on comptait le nombre exact. Et une fois l'appel est terminé, on nous amène aux toilettes. Eh ben, il fallait bien faire nos besoins. Alors là, les water, c'est quelque chose d'extraordinaire. On vous amène dans une salle où vous avez déjà tout le long, avant d'aller dans cette salle de water, vous avez pataugé dans une boue parce que Birkenau, c'est une terre glaise rougeâtre, parce que pourquoi rougeâtre, j'en sais rien. La terre est sulfureuse, l'eau est sulfureuse. C'est peut-être la fumée, je ne sais quoi, mais l'odeur, on ne peut pas la décrire. La terre, on ne peut pas la décrire. Il y a vraiment que ceux qui y ont été. Je crois que même un peintre ne peut pas rendre cette atmosphère-là, cette odeur indéfinissable. C'est bon, ça retourne. Je ne sais pas où j'en suis. Ah, au water. Ouais. Ah, les water, ça faut le dire, il faut les décrire. Vous rentrez dans une salle, une grande salle. Imaginez une grande salle où tout le monde fait ses besoins en même temps, où tout le monde est atteint de dysenterie. Vous avez, c'est écœurant à dire, mais imaginez le tableau, imaginez l'odeur, et imaginez la vision que l'on peut avoir parce qu'on est encore, on n'a pas encore jamais vu ça. Ce que je vous ai raconté là pendant deux heures, là, je sais pas combien d'heures, mais ça s'est passé en l'espace de quelques heures, tout ça, hein. Et puis la nuit qu'on a dormi. Et maintenant, nous arrivons dans une salle où nous allons découvrir des femmes, les fesses à l'air, des fesses. Vous avez déjà vu un squelette, hein, on les a vus en image, vous les voyez. Des fesses, des squelettes comme ça, avec des fesses pleines de boutons. Mais vous avez des fesses squelettiques, mais vous avez aussi des grosses fesses, parce que vous avez des femmes qui ont des planques et qui sont bien nourries. Celles-ci, ces femmes-là, elles ont des grosses fesses bien rondes, mais elles trônent sur leurs trous, parce que les trous sont côte à côte sur cette grande bande de, combien de long, je sais pas moi, peut-être 4 mètres de long. Et puis de largeur, ça fait peut-être 50, je sais pas, peut-être 70 cm de largeur. Les trous sont espacés de, je sais pas moi, 25 cm, mais il y a une rangée d'un côté, mais il y a l'autre rangée qui est derrière. Donc les gens sont assis, fesse à fesse, dos à dos si vous voulez. Les fesses touchent les fesses, des fesses pleines de boutons, des fesses sales. Parce que maintenant, on veut du papier rose, on veut du papier bleu, on veut des fleurs, on veut pas de fleurs. Il y en a qui veulent encore de la soie. À l'époque, pendant la guerre, avant la guerre, on avait des papiers journaux, ça nous suffisait largement avant-guerre. Et bien là, il y a rien. Il y a rien. On n'a rien. Et vous allez aux toilettes, et puis vous vous essuyez pas, et vous vous lavez pas. Et il y a un petit robinet d'eau. Moi je l'ai jamais vu ce robinet d'eau. Il paraît qu'il y avait un robinet d'eau dans les water. Moi je l'ai jamais vu. Certainement qu'il y avait tellement de monde autour que moi j'aimais pas me battre. Donc je devais être sale, hein, il n'y a pas de problème. J'étais comme tout le monde. Je les voyais. Moi je me voyais pas, mais je voyais les autres. Donc
C'était affreux, cette vision, la première fois. Après, on s'y habitue, mais après même, on aurait payé cher pour avoir une place sur ce trou. Parce que malheureusement, c'est que on n'avait même pas le temps d'y aller sur ce trou. À peine vous étiez assis, que vous aviez quelqu'un qui était plus fort que vous, qui vous arrachait de ce trou. Vous n'avez même pas fait vos besoins. Vous étiez encore avec vos besoins à faire, qu'on vous enlevait de là. Une seconde, vous étiez assis, on vous retirait. Il y avait toujours des gens plus débrouillards, des gens plus vaches que vous, qui étaient là. Entre Français, on ne se faisait pas de vacherie comme ça. Mais il y avait les Polonaises qui étaient là. On leur en voulait toutes. Mais dans le fond, ces femmes-là, maintenant, avec beaucoup de recul, elles étaient là depuis très longtemps. Elles avaient souffert. Elles venaient des ghettos. Et donc, elles nous en voulaient, nous, Françaises, d'arriver... et puis d'être encore à peu près potable et tout. Donc elles nous viraient, elles nous prenaient nos places, elles nous battaient elles aussi, même que elles avaient même pas le droit de nous battre, mais elles nous battaient. Et ce fameux endroit qui était si sale, eh bien, était gardé par une Polonaise qui, elle, pour rien au monde, n'aurait donné sa place. C'était une plante terrible qu'elle avait. Elle faisait sa cuisine dans ce coin-là. Elle s'était fabriquée, elle avait réussi à avoir un petit fourneau. Elle faisait sa petite popote, et je peux vous garantir qu'au camp, il n'y avait pas d'argent. Il se faisait un petit trafic, parce que celles qui avaient des commandos où elles pouvaient avoir quelque chose, arrivaient à les planquer, à les cacher, à les ramener dans le camp, à les échanger. Donc, si par exemple elles travaillaient au bloc où il y avait des pommes de terre, elles arrivaient à faucher, il fallait faire attention parce que c'était dangereux, une pomme de terre. Cette pomme de terre, elle la mangeait peut-être, mais souvent elle la ramenait pour l'échanger ou pour s'acheter, justement, acheter cette femme qui était dans les water. Et comme ça, elle se permettait une fois de rester un peu plus longtemps assise sur le trou. Parce que cette femme-là, elle avait l'œil. Si vous restiez trop longtemps assise parce que personne n'était venu vous déloger, c'est elle qui venait vous déloger. Si par hasard elle s'apercevait que vous aviez sali le bloc, ils étaient toujours sales. Mais si elle vous voyait que c'était vous qui l'aviez fait, je peux vous garantir qu'elle se débrouillait pour que nous, n'importe comment qu'on fasse, il fallait qu'on le nettoie. On le nettoyait comme on pouvait, mais il fallait le faire. Sinon, elle aussi, elle vous battait. Tout le monde nous battait. Au camp, tous ceux qui avaient une petite position un peu plus élevée que la vôtre battaient celle qui était en dessous. C'était la monnaie courante, les coups. À la fin, on n'y faisait même plus attention. Les coups pour les coups, tout le monde recevait des coups. Alors donc, après qu'on a eu été au bloc, on s'est quand même soulagé. On rentre dans le bloc. Comme c'est la quarantaine, on ne travaille pas. Donc on arrive là, on commence à papoter les uns les autres, à faire connaissance. On sympathise avec les uns, on sympathise avec d'autres. On n'est pas encore dans le bain, on se raconte des histoires, on se chante des chansons. C'était pas désagréable. Pendant ces quelques heures, chacun. Et puis alors après, il y a la distribution de l'eau, la distribution de la soupe. C'est à qui va aller chercher la soupe, c'est pareil. Comme il n'y a pas de volontaire, c'est à coup de bâton qu'il faut y aller. C'est très pénible d'aller chercher la soupe, parce que c'est des grands, ils appellent ça des cubelles. Et il y a une poignée en fer de chaque côté. Et la méthode, c'était ou vous le portez à 2, et c'est très très dur, ou il faut y aller à 4. Et donc, il y en a deux devant, 2 derrière. Il faut que, pour pas marcher sur les talons de celle qui est devant, mettre un bras sur l'épaule de celle qui est devant. Donc, la distance est toujours maintenue et on porte à 4 ces kibbles. Et puis, bon, il y a la soupe. On est moins fiers. On commence à la manger, cette soupe. On est là depuis déjà 48 heures, on n'a pas mangé. On mange la soupe qui nous semblait pas bonne. On dit pas qu'on l'aime, mais bon, on la mange. Et puis après, on a le droit on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de se promener, on n'a pas le droit d'être debout dans les rangées, mais on a le droit d'être assis dans les koyas. Donc, on se promène dans les koyas, on va papoter, on monte sur les koyas parce que naturellement, au milieu et en dessous, on n'est pas bien. Alors, on monte sur les koyas du dessus, puis on papote. Et là, j'ai aperçu pour la première fois quelque chose que je ne pensais que ça n'existait pas. J'avais 19 ans, mais maintenant, à 19 ans, on sait ce que c'est qu'être lesbienne. Moi, je sortais, je sais pas d'où je sortais, mais je me suis aperçue que 2 jeunes femmes se caressaient
Et pour moi, ça a été une découverte, j'en revenais pas que ça puisse exister. Quelqu'un maintenant arriverait à ma place, serait peut-être pas étonné. Hein. Moi, ça m'avait semblé suffoqué. Et après, j'ai appris que ça se faisait pas mal. Hein. C'était 2 Polonaises qui étaient là depuis longtemps et qui sympathisaient. Et puis, une fois la quarantaine, pendant la quarantaine, on restait pas 40 jours sans rien faire, hein. C'était quelque temps. Il y avait toujours des corvées. Et les corvées, c'était vraiment des corvées pour nous embêter, pour nous apprendre ce que serait la vie du camp. Parce que la première corvée on vient chercher 20 volontaires. Des volontaires, ben, il n'y en avait pas. Je me souviens, j'avais les jambes qui pendaient, j'étais la Coya du dessus naturellement, mes jambes pendaient, puis j'écoutais parler les gens. J'étais pas tellement bavarde. Oui, ça change maintenant. Et j'écoutais beaucoup. Hein. Et les gens parlaient, on demandait volontaires, personne ne descend. La Blokova, non, la Blokova, c'est celle. Non, là, c'était une capo. La capo qui vient chercher des volontaires. La capo, c'est celle qui dirige les travaux. La capo qui vient chercher des volontaires. Et en polonais, elle parle, ou en allemand, je ne sais pas. Enfin, on comprend qu'elle veut 20 personnes. Personne ne descend. Elle commence à tabasser pour faire descendre 20 personnes. Je reçois des coups, je descends, et puis on m'emmène dehors. Et le travail, c'était un travail indispensable. On nous donne des tragues. Les tragues, c'était des espèces de plateaux avec 2 poignées, deux poignées devant, 2 poignées derrière. On est 2, une devant, une derrière. Il y a un tas de pierres. Il faut qu'on prenne ces pierres. Et puis, il faut qu'on les emmène un peu plus loin, peut-être 200 mètres ou 250 mètres, sur un autre tas. Il faut déverser notre cargaison, revenir. Naturellement, tout ça, il faut le faire en courant. Et puis, il faut prendre beaucoup de pierres. Je me souviens que c'était un après-midi. Il faisait beau. C'était le printemps, c'était le mois de mai, à cette époque-là. Il y avait du soleil, il y avait du ciel bleu. Et il arrivait à avoir quelques jours de beau à Birkenau. Et même, quelquefois, j'ai vu des paysages superbes. On voyait la Vistule, les Carpates. Les rares fois où j'ai pu admirer le paysage, j'ai quand même admiré par moments. Donc, je suis avec une amie qui s'appelle... Elle n'était pas mon amie à cette époque-là. Je ne la connaissais pas non plus, d'ailleurs. Elle s'appelle Aimée. Elle s'appelait Aimée Catin. C'est une Marseillaise. Je suis derrière. Il fait beau. Ça nous amuse, nous, de prendre des pierres. Alors, il n'y avait personne sur le premier tas de pierres. Alors donc, on prend quelques pierres. Et puis, pourquoi se fatiguer à le remplir? On prend quelques pierres. Et puis, ça nous amuse. On papote, on parle. Elle avait un accent marseillais. Je ne sais même pas si on n'a pas chanté. Et on va verser notre cajot, là. Et puis, on revient tranquillement. Mais toujours en chantant, toujours en riant, toujours en papotant. On n'avait pas vu au loin une SS qui arrivait. Alors là, c'était une Allemande. Elle plonge sur nous. Elle commence, dans son jargon naturellement, à nous injurier, à nous incendier. Les Schweine de cochons, ça on l'a entendu assez, les Schweine de Jud, les bandes de cochons. On a compris ce que c'était, on était comme ça pour eux. Elle commence à nous injurier, elle parle très fort. Mon amie qui est marseillaise parle très fort aussi. Comme elle ne comprend pas ce qu'elle lui dit, elle lui répond français, mais en parlant très fort. Naturellement, la nazie le prend très mal. Moi, je sais dire derrière que Nix Wachten, c'est tout ce que je savais. Nix Wachten, elle s'en foutait complètement que je dise Nix Wachten. Elle commence à la tabasser. C'était la première fois que je voyais quelqu'un battre à ce point. La pauvre s'est aimée, elle en a reçu sur la tête, sur le cou. D'abord, on était debout. Elle est tombée par terre. Elle lui a renversé le peu de pierre qu'on avait. Elle lui a retourné sur elle. Elle l'a tapé une fois par terre. Elle l'a tapé sur tout le corps. Elle saignait de toute la figure en sang. Et moi, j'étais derrière, comme une lâche. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je regardais. À cette époque-là, je pleurais encore.
Et je disais toujours nichts verstehen, nichts verstehen, Françoise, nichts verstehen. Et ma copine se faisait tabasser sous mes yeux. Elle la remonte, elle nous oblige à retourner sur nos pas, à charger ras-le-bol. Et ça pesait à ce moment-là au moins, un truc comme ça devait peser au moins 25 kilos, 30 kilos, je sais pas. Elle nous fait courir jusqu'au bout pour déverser le sac. Elle nous fait repartir. Elle nous a pas quittés tout l'après-midi. Et ça a duré au moins pendant 3 heures. Il a fallu qu'on fasse l'aller-retour sans arrêt, en chargeant, déchargeant. Ma copine toujours en sang, toujours tuméfiée. Et moi derrière, affolée, abrutie, vexée de ne pouvoir rien faire. Je me traitais de lâche, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et quand on est rentré au bloc, que les filles ont vu dans quel état était Aimé, jusque-là, on avait reçu des petits coups comme ça, mais bon, des petits coups dispersés à la volée, c'est moins terrible que des coups qui sont vraiment, qui tombent sur vous, de rue. Hein. Alors du coup, tout le monde a eu peur et on s'est tout de suite rendu compte qu'on était tombé en enfer. Mais cette fille, cette fameuse Aimée, a été prise en pitié par cette une Stubova. Une Stubova, c'est encore une hiérarchie dans le bloc, parce que la Blokova, qui est l'échelon supérieur, a des protégés. Ces protégés, quelquefois, c'est pas... Elle fait pas le boulot, elle commande. Elle commande à ces espèces de petites jeunes filles ou jeunes femmes qui sont des Stubova. Ces Stubova, on la maleste, parce que si elles veulent garder leur place, elles aussi, il faut qu'elles soient vaches. Si elles sont trop gentilles, ça va, le boulot est mal fait, donc on va les virer. Qu'est-ce qu'elles font pour garder leur place? Quand on leur commande de faire ça, elles en font 3 fois plus. Cette Stubova a tellement vu mon amie dans un état aussi lamentable, elle a pitié d'elle, elle la soigne, et elle arrive à parler un petit peu, parce qu'elle devait peut-être parler un petit peu le français, je ne sais pas. En tout cas, mon amie arrive à expliquer qu'elle sait faire les lignes de la main. Ça lui a sauvé la vie. Enfin, tout le temps qu'elle était à Birkenau, ça lui a sauvé la vie, parce que de ce jour-là, elle a fait les lignes de la main à tout le monde, à tous ceux qui avaient des postes un petit peu importants. Donc, pour faire les lignes de la main, elle se faisait payer non pas en argent, puisque l'argent ça vaut rien, mais avec des rations supplémentaires et tout ça. Donc elle a pu, j'étais pas avec elle, mais elle a pu en distribuer quand elle était dans un bloc de travail à des copines, tout ça, parce que malgré tout, il y avait quand même un petit peu de solidarité quand on avait quelque chose. Donc elle a pu tenir à Birkenau sans être trop, sans trop dépérir, elle, hein, grâce à ça. Après, grâce à être dérouillée la première fois. Quand on est sorti de la quarantaine, alors là, on rentrait dans un autre camp. C'était, la quarantaine, c'est le Lagarbé. On va au travail, ou le Laguera, je ne sais plus, il y en a un des deux toujours. On rentre dans le camp du travail maintenant. Là, c'est le Laguerbe. Et là, on vous désigne de nouvelles baraques. Vous vous trouvez avec de nouvelles personnes. J'ai perdu Hélène. Marceline, je l'ai encore retrouvée, mais je suis plus avec elle. Je suis avec d'autres, mais je me rappelle plus qui. C'est un trou complet. Et puis on nous distribue le travail. Donc certaines vont être certains blocs, comme on est dans différents blocs, il y en a plusieurs, hein, des blocs. Certains blocs, ce sont le bloc où les gens vont travailler aux pommes de terre. Certains blocs, c'est des gens qui vont travailler en usine. Certains blocs qui vont aller travailler je ne sais où. Moi, je suis mal tombée. Je suis tombée dans le bloc de Haus Commando. C'est-à-dire que le Haus Commando, c'était le commando de... extérieur, tous les travaux extérieurs. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il fasse 40 degrés de chaleur, dehors, toujours dehors, toujours dehors, du matin au soir dehors, et jamais pouvoir se mettre à l'abri, sauf s'il y avait une pluie torrentielle et que l'ACAPO n'avait pas d'endroit pour s'abriter. Alors à ce moment-là, elle nous trouvait avec nous un endroit pour qu'on s'abrite. Mais c'était tellement rare
qu'on était toujours. Et quand on était mouillé comme ça, eh bien on rentrait le soir, il fallait aller à l'appel, qui durait des heures entières, parce que là, l'appel, c'était pas le bloc d'un, c'était pas l'appel que pour un bloc, c'était l'appel de tous les blocs. Il fallait qu'une fois que le bloc était compté, qu'on ramène ça, que ceux qui nous avaient compté amènent ça dans un centre. Le centre devait comparer s'il y avait le nombre de personnes qui étaient sorties et le même qui était rentré, parce que les morts, il fallait les ramener aussi. Donc les appels, ça durait 3 heures, 2 heures. 2 heures, c'était court, 3 heures, alors qu'on aurait tellement voulu enfin pouvoir se reposer, s'asseoir, se coucher tout au moins, parce que s'asseoir, on n'avait pas où s'asseoir. Donc voilà comment ça se passait, et on dormait tout habillé, les affaires mouillées, parce qu'on ne pouvait pas les retirer. Si on les retirait, le matin, vous ne les retrouvez plus, parce que d'autres vous les fauchaient. Nos chaussures, il fallait qu'on dorme dessus, parce que sinon, vous ne les retrouviez pas. Ces chaussures, alors qu'on rentrait du travail, on avait travaillé dans la boue, dès qu'on passait la porte d'entrée du camp, il fallait qu'elles soient propres. Donc, il fallait qu'on se débrouille comme on voulait, avec de l'herbe, avec nos mains, mais il fallait que nos chaussures soient propres. Il fallait qu'on soit une attitude digne, alors qu'on s'écroulait, qu'on n'avait même pas la force de tenir sur nos jambes, qu'on était moitié plié en deux. Il fallait, à l'arrivée de la porte, se tenir droite, avoir des rangs par 5, mais très rectilignes, sinon c'était des coups, et on passait sous l'air de l'orchestre, naturellement, de la même façon quand on était sorti, on se rentrait avec l'orchestre qui nous accompagnait, links, 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 et on rentrait au camp. Et enfin, après la distribution, c'était enfin la distribution de la soupe. Le repas du soir, c'était là le gueuleton. Le gueuleton du soir jusqu'au lendemain, ça consistait à une tranche de pain noir de 10 cm carrés, c'est à peu près, sur une épaisseur d'1,5 cm, avec dessus une tranche de margarine, comme de l'épaisseur de 2 chewing-gums, vous voyez, mais pas plus long. Ça, c'était pour un soir. Une fois, on avait le droit en plus à une cuillère d'une espèce de marmelade qui s'appelait, je sais pas, la marmelade, il paraît que c'était avec de la betterave. C'était sucré, c'était bon. Une autre fois, on avait le droit à une tranche de saucisson. C'était une espèce de boudin. Ça nous semblait très bon aussi. Hein. Mais ça, c'était les jours de fête. Et alors, une fois, de temps en temps, je ne sais pas par quel miracle, on avait le droit à un peu de pommes de terre cuites à l'eau. Mais elles étaient tellement cuites, ces pommes de terre à l'eau, qu'il ne restait plus que les épluchures. Mais moi, pour moi, j'avais trouvé la combine. Je trouvais que ces épluchures de pommes de terre me remplissaient l'estomac plus que cette fameuse cuillère de marmelade ou de tranches de saucisson qui ne m'intéressait pas, qui était mangée en un quart de seconde et que je trouvais que ça ne me faisait aucun effet. Donc j'avais trouvé la combine, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais enfin j'avais trouvé cette combine, c'est que les gens qui sortaient du révire, ou ils étaient morts, ou on les retournait, ils allaient directement de nouveau au travail, mais quelquefois, selon les docteuresses de ce fameux révire c'était l'hôpital, eh bien, on les laissait un petit peu dans un bloc de convalescence, si vous voulez. Ces femmes-là étaient encore très malades, très fatiguées, mais c'était plus la souffrance qu'elles avaient avant de rentrer au révire. Et alors, elles, ce qu'elles appréciaient justement, elles n'avaient pas d'appétit, mais elles appréciaient cette fameuse cuillère de marmelade, cette cuillère de confiture. Et elles avaient le droit, je ne sais pas si c'était tous les jours, mais tout au moins 2 fois par semaine, à une demi-écuelle d'épluchures de pommes de terre. Et moi, j'allais vendre ma ration contre une écuelle la moitié d'une écuelle de pommes de terre. J'avalais ça et mon estomac, pour une fois, était plein. Et j'avais trouvé que c'était une bonne combine. Mon pain, je le mangeais jamais en une seule fois.
Je suis du genre fourmi, et au cas où si j'étais fourmi. Alors donc, je ne mangeais pas comme beaucoup de camarades qui le mangeaient tout de suite. Moi, j'en gardais pour le lendemain matin. À tort d'ailleurs, parce que souvent, on me l'avait volé dans la nuit. J'en pleurais de rage, mais c'est pas pour ça que je recommençais pas la fois d'après. Voilà. Et ça a été pendant 9 mois à Birkenau. Parce que un jour, de temps en temps, le dimanche, normalement le dimanche, l'après-midi, on ne devait pas travailler. Mais bon, toujours il y avait des corvées, tout ça. Et il y avait des corvées, donc cette corvée-là, c'était des contrôles de poux, des contrôles de paillasses, des contrôles de plaques. Donc, ils nous faisaient sortir. Pendant ce temps-là, on fouillait nos paillasses. Donc, ceux qui avaient pu avoir une cuillère, par exemple. J'avais pu aussi, moi, avec mon petit trafic, avoir une petite cuillère. Donc, ma soupe, je la buvais plus, je la mangeais à la cuillère. Si j'avais une cuillère, ben, ce jour où on faisait une visite comme ça, ma cuillère, elle avait disparu. Si j'avais pu avoir un bout de ficelle, la ficelle, c'était très précieux, eh ben, ça disparaissait aussi. Il y avait eu contrôle, ils avaient tout balancé. Et après, en même temps, on nous contrôlait pour voir si on avait des poux. Si on avait des poux, ceux qui avaient été rasés, qui n'avaient pas été rasés, on les rasait. Ceux qui avaient les cheveux qui commençaient à repousser, s'ils avaient des poux, on les rasait de nouveau. Les poils, automatiquement, on nous les enlevait, donc ça poussait pas. Et puis, si vous aviez des boutons, ça, ils avaient très très peur des boutons, eh bien, ils se sont aperçus que j'avais la gale. Moi, je m'en étais pas rendu compte, mais peut-être parce que j'étais trop crasseuse et que sous ma crasse, on voyait pas la gale. Les boutons, eux l'ont vu, ils m'ont emmené au boc des galeux. À l'époque, c'était vers octobre 44. En octobre 44, ça commençait déjà un petit peu à s'assouplir. Les sélections, par exemple, les sélections au hasard dans les blocs n'existaient plus. Il existait les sélections, mais uniquement au Révière. C'est pour ça que les gens ne voulaient plus aller au Révière. Ça n'existait plus, les sélections dans les blocs comme ça existait encore au mois de... encore en mai, en juin ou en juillet. Ça n'existait plus. En octobre, il n'y avait plus ces sélections-là. Donc, je vais dans ce bloc de Gap, mais le bloc de Gap, là, il y avait encore des sélections. Bon, il n'y en a pas eu cette fois-ci. Ma gale, ils me l'ont soignée au bout de quelques jours, parce qu'elle ne devait pas être très puissante. Par contre, j'avais eu le droit à être lavée, j'étais propre. Par contre, j'avais perdu le peu d'affaires que j'avais pu arranger, je sais pas comment, mais j'avais des affaires un peu mieux que ce que j'avais eu au départ. Ben, j'avais plus rien, de nouveau, c'était devenu des haillons. Je n'avais plus aucune Française autour de moi. Dans ce bloc, il y avait des Polonaises, il y avait des Hongroises. Personne ne parlait le français. J'étais seule. J'étais démoralisée. J'ai jamais pensé à mourir. Jamais, jamais. Mais là, je commençais à perdre un peu le moral du fait que j'étais toute seule. Donc, je suis guérie. J'ai plus le droit d'être dans ce bloc. On me remet dehors. Il y a de nouveau l'appel. Et on m'envoie dans un commando. Comme je ne veux pas y aller, parce que il n'y a personne que je connais, personne ne parle français, je me sauve. C'est la première fois que je fais ça. Je me cache. Je me suis mal cachée, ils m'ont trouvé tout de suite. J'ai reçu des coups à mon tour. Et puis on m'a mis dans le commando. La chance, et ça c'est encore une de mes chances, c'est que dans ce commando, par exemple, il fallait 20 personnes. On était 25. Les 5 dernières, on nous a fait retourner dans nos baraques. Et ce jour-là, il y a eu un appel général à Birkenau. Ça pouvait être aussi bien pour nous envoyer tous au gaz. Hein. On pouvait tous gazer. Quand il y avait des rassemblements comme ça, on avait toujours peur. Ça y est, c'est la sélection. Jamais on pensait que c'était pour notre bien. Hein. Donc on disait, ça y est, cette fois-ci, c'est la fin. Mais bon, c'est la fatalité, c'est la fin. Moi, on est rassemblés. J'essaye, je me faufile, je retrouve enfin des Françaises qui étaient là encore. Je me mets parmi eux, je retrouve une copine, celle qui travaillait aux pommes de terre, qui était avec moi à Drancy. On se retrouve et je me mets avec elle. On nous fait décliner nos identités. Toujours, on ne sait pas pourquoi. Et en fin de compte, c'était pour évacuer Birkenau, Auschwitz. Donc,
on est passé au travers de la marche de la mort. Nous, on a fait l'évacuation en train. Elle a été très très pénible, mais c'était en train. Toujours dans des wagons à bestiaux, mais on n'a pas marché comme ont fait les pauvres qui ont marché des kilomètres et des kilomètres et des jours dans la glace, dans la neige, et qui, chaque fois qu'il y en a une qui tombait, qui ne pouvait pas se relever, il y avait les nazis qui étaient derrière, qui venaient les abattre pour ne pas les traîner dans les camps. On a échappé à ça. Mais c'est là que j'ai appris, dans un convoi comme ça, que mon petit neveu Jojo, qui avait vécu jusque-là, a été abattu aussi, parce qu'il était au bout du rouleau. Voilà. Et alors de là, à Bergen, une fois arrivé dans ce wagon, on ne savait pas où on allait, eh bien on a voyagé encore très difficilement, toujours pareil, sans manger, sans boire. Je ne sais même pas si on avait des tinettes pour faire nos besoins, je n'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. Il y avait des morts à côté de nous, mais on pensait que tant mieux, enfin je pensais, eh ben si je ne le dirais pas, comme ça je mangerais sa soupe, mais il n'y a pas eu de soupe de distribuer. Et puis on est arrivé à Bergen-Belsen. Vers quelle époque? À quelle époque C'était Bergen-Belsen, eh bien il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai su. Bergen-Belsen, c'était début novembre. Novembre 44. Début novembre 44. Début novembre 44, on a quitté Birkenau fin octobre, et début novembre 44, on était à Bergen-Belsen, où on est resté à peu près jusqu'au mois de décembre, janvier. Bergen-Belsen, au début, ça a été l'enfer pour moi. L'enfer parce que, alors qu'à Birkenau, il y avait une organisation, il y avait une discipline. Bergen-Belsen, les 2-3 premiers jours, c'était pas un camp prévu pour nous recevoir. Tous les camps des alentours arrivaient à Bergen-Belsen, donc rien n'était prévu. Ils avaient monté une espèce de tente immense, certaines tentes immenses où il y avait des lits superposés quand même. Il y avait une tente immense où il n'y avait rien du tout. Rien du tout par terre, la terre. Je suis tombée dans cette tente-là. Pas plus mal d'ailleurs, parce qu'il y a eu un coup de vent terrible, et cette fameuse tente où il y avait les lits s'est écroulée, et il y a eu des blessés. Mais alors à Bergen-Belsen, c'était le système de la grande défense. Tout était distribué. Tout était distribué, la nourriture, les couvertures. Eh bien, il fallait se battre. Tout le monde se battait pour avoir quelque chose. Moi, je vous ai déjà dit, j'avais peur, les poux me faisaient peur, les disputes me faisaient peur, la bagarre me faisait peur. Je restais dans mon coin, j'étais très solitaire, et j'étais dans mon coin toute seule. Toujours toute seule, toujours tout seul. J'ai toujours été tout seul au camp. Et j'ai été échouée dans cette fameuse tente où on était des milliers couchés les unes sur les autres, à côté des autres, presque sur les autres. Il n'y avait pas de lumière. La nuit, pour aller faire ses besoins, on nous montait dessus, on nous montait sur la tête, on nous montait sur les pieds, on nous montait sur le ventre, on marchait pour aller aux toilettes. Alors, si Birkenau, les toilettes, c'était des trous, alors Bergen-Belsen, au début, après, je ne me rappelle plus, mais au début, un fossé, un tronc d'arbre au milieu, et il fallait faire comme les pigeons, équilibrer sur ce tronc d'arbre et faire nos besoins. J'ai jamais vu quelqu'un tomber dedans, mais ça a dû arriver. Hein. Par contre, à Bergen, je me souviens qu'à Bergen, même parmi ce début qui était vraiment très affreux, il y avait un lavabo. Et là, j'ai pu me laver. Alors qu'il faisait un froid de canard, parce que Bergen-Belsen, je peux vous dire qu'en novembre, il fait très très froid. Surtout, eh bien, je me lavais toute nue. Il y avait une espèce de chlore, on se lavait avec ça. Naturellement, on avait l'habitude, on séchait comme ça. Hein. On remettait nos affaires sur nos peaux mouillées. Mais j'étais propre à Bergen-Belsen. J'étais propre, mais avec des affaires. Parce que pendant ce voyage qui a duré des jours et des nuits, eh bien, on est arrivé. À cette époque-là, il y a eu l'arrivée des Hongroises aussi, qui, elles, pauvres,
on traînait des mois dans des wagons, elles sont arrivées pleines de poux, et du coup, Birkenau, alors qu'avant il n'y en avait pas, parce qu'on passait toujours à la désinfection, Birkenau a commencé à être envahi par les poux, et quand on est descendu des wagons de Bergen-Belsen, on avait des poux plein le corps, sur le corps, le peu de poils qu'on avait était envahi par les poux, et les affaires, les vêtements dans les coutures des poux, des beaux yeux bleus et des gros poux blancs, ils étaient beaux, nos poux de corps. Je reconnaissais pas. À l'époque, je savais pas ce que c'était des poux de corps. J'avais de temps en temps des poux dans la tête, mais des poux de corps, jamais. Eh ben, je peux vous dire qu'ils sont 3 fois plus gros que les poux de la tête. Eh bien, on en était propre, mais les poux dans les affaires étaient toujours là. Et nos poux, ben, on les a gardés longtemps. On passait notre temps à les épouiller, mais on tuait un poux. C'était une lande qui ressortait, et on en a eu longtemps des poux. Et puis Bergen-Belsen, après, s'est organisé. On a eu un bloc qui a été dirigé par une Française, parce que cette Française était allemande. Enfin, elle était d'origine allemande. Elle parlait un allemand très correct. Elle avait fait sympathiser avec un SS du camp, qui, la voyant parler un allemand très allemand, lui a parlé, et il lui a appris qu'il y allait avoir comment ça s'appelle, des chefs d'usine qui allaient venir. Ça s'appelle des masters, on appelait ça des masters en allemand. Je prononce mal, mais enfin bon, c'était des masters, des chefs d'usine qui avaient besoin de main d'œuvre et qui allaient venir le lendemain ou le surlendemain. Elle a passé le mot à tous ceux qui parlaient français, que ce soit des Belges, des Suisses, des Hongrois, enfin tous ceux qui comprenaient le français, ont compris ce qu'elle nous disait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on se retrouve tous à telle heure à cette baraque-là, et on est passé là comme si on était au marché aux esclaves. Il y avait 2 messieurs qui étaient là à nous demander si on avait ce qu'on savait faire, je sais même pas et nous montrer nos mains, nos dents, voir si on n'était pas malade, et puis on a été apte pour le travail, et on est parti, on était bon pour travailler en usine à Ragun, à côté de Leipzig, en Allemagne. Et là, encore, en quittant Bergen-Belsen, on a fait un voyage affreux. Mais quand on est arrivé à Ragun, ça a été le paradis. Le paradis, parce que c'était une petite usine. On nous attendait. Les Allemandes, les SS qui étaient là, étaient plus humaines que les autres. Par le fait que c'était un petit camp, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait que nous les ouvrières. Elles nous ont bien reçus, gentiment. Il n'y avait plus de cris, il n'y avait pas de coups. On avait des petites chambrées, avec chacun son lit. Je dis pas qu'il y avait des draps, mais on avait chacune notre couverture. Il y avait un petit feu, un petit four dans la pièce, il y avait une table, il y avait des chaises. C'était un peu de la civilisation qu'on côtoyait, là. Et puis après, il y a eu, alors, on a été désignés. Et puis alors, dans cette fameuse usine, il y avait une salle d'eau, avec de l'eau, je sais pas si c'était de l'eau chaude ou de l'eau froide, mais il y avait ça s'appelait le vacheron, mais il y avait de quoi il y avait plusieurs points d'eau. Il y avait on était bien nourris. On avait de la soupe, une bonne soupe qui sentait bon. On a eu du pain. Même le premier jour, je me souviens, on est arrivé, ils nous ont donné un pain. Mais vous vous rendez pas compte, un pain depuis 10 mois, ce que c'était pour nous qu'avoir un pain, on n'en revenait pas. Ce qu'on nous avait pas dit, c'est que ce pain, il était pour 3 jours. Hein. C'était un demi-pain, mais que c'était pour 3 jours. Donc la plupart ont mangé leur pain d'un seul coup. Moi, je suis fourmi, je vous l'ai dit, je suis toujours fourmi, j'ai toujours été fourmi. Ce pain, moi, je l'ai pas mangé d'un seul coup. Je ne crois pas qu'on me l'ait volé, d'ailleurs, cette fois-ci. Donc, il y en a qui l'ont mangé d'un seul coup. Mais, on ne savait pas si on pensait qu'on en aurait encore le lendemain et le surlendemain, pareil. Hein. Donc, on commence à nous distribuer le travail. On est des équipes, il y a équipe de jour, équipe de nuit. L'équipe de jour, le lendemain matin, se réveille à 6 heures
et c'est le départ pour... c'était 5 heures du matin le réveil, on allait... Là, il n'y avait pas d'appel, je crois pas, et on partait à 6 heures au travail pour aller à l'usine, qui était à quelques kilomètres de là, mais ça nous semblait bon, parce que il y avait plus cet appel qui durait, il y avait plus ces coups, c'était bien. On arrive dans cette usine, c'est une usine comme sont toutes les usines, il y a des petits ateliers, on nous met sur un établi, il y a des espèces d'étaux, les unes font ça, les autres font ça. Moi, je me rappelle, j'avais une espèce d'étau. On me donne une petite plaque rectangulaire. Il fallait que je tape avec un maillet pour aplanir un côté. Et puis, je devais tourner et aplanir l'autre côté. Et puis, ça formait une espèce de petite, je sais pas moi, un parallélépipède sans couvercle, quoi, qui était rectangulaire. On travaillait pour une usine d'aviation. Je ne sais pas si les aviateurs qui sont montés dans les avions faits par nos objets sont montés dedans, mais ils n'ont pas dû arriver à bon port, hein, les pauvres, parce qu'on n'était pas du métier. Moi, ma petite bricole, c'était de faire ça, mais il y en a qui avaient des pièces plus importantes à faire. Hein. Donc ça, ce petit boulot-là, je l'ai fait pendant un jour ou deux, je ne sais plus. Le midi, le premier jour, le deuxième jour, le midi, on a... le premier jour on a travaillé, c'était un samedi, il y avait pas d'ouvriers, mais le deuxième jour, il y a des ouvriers qui sont là dans l'usine, il y avait des STO, et puis il y avait aussi des Allemands civils qui travaillaient dans l'usine. Eux n'avaient pas le droit de nous parler, nous, on n'avait pas le droit de leur parler, on était séparés, seulement ils avaient un réfectoire, ils amenaient leurs gamelles pour manger. Quand ils mangeaient, ils repartaient à leur travail. Nous, à ce moment-là, on avait le droit de rentrer dans le réfectoire pour se reposer un tout petit peu, pour manger ce qu'on avait amené, mais personne n'avait rien amené, puisque, en principe, on mangeait tout, soit le matin, soit le soir. Donc, on va quand même pour se reposer. On voit toutes les épluchures qu'ont laissées les ouvriers, c'est la bagarre. Chacun se bat pour ramasser les ordures, soit des épluchures de pommes de terre, soit des arêtes, soit des... Tout était, vous savez, quand on a faim, quand on est affamé, ne serait-ce qu'un, je crois bien qu'on aurait mangé on a mangé de l'herbe. Mais là, tout ce qu'ils avaient laissé, si c'était pas bon pour eux, pour nous, c'était le plat de roi. Quand tous ces ouvriers se sont aperçus, déjà, ils ont vu l'état dans lequel on était, mais ils ne se rendaient pas compte. Quand ils nous ont vus nous battre pour leurs déchets, ça leur a fait mal au cœur, et après, ils se privaient pour nous laisser dans ce réfectoire des petits, en douce naturellement, pour pas nous faire peur. Moi, j'avais quitté ce petit travail, et on m'avait mis avec une Hongroise auprès d'un Allemand qui travaillait sur une grosse machine. Notre travail, c'était de badigeonner l'extérieur d'une grosse plaque ronde, une plaque d'aluminium. Cette plaque, on devait la porter sur la machine, la poser sur la machine. Ça nous semblait très lourd. Peut-être que c'était pas si lourd, mais comme on était très fatigués, très faibles, ça nous semblait lourd, mais il fallait le faire. On était quand même obligés de travailler. Hein. Et cette plaque, il fallait la poser, donc. Et lui, avec sa machine, il l'emboutissait. Et il en sortait, si vous voulez, comme un pare-choc, je ne sais pas trop ce que c'était. Je pense que Dragoun, c'était, je vous dis, le paradis. Malheureusement, l'ennemi arrive. Et les Allemands nous embarquent avec eux. Et je pense que c'était, je ne sais pas si c'était les Russes, les Anglais, les Américains qui arrivaient. J'ai des amis qui le savent, moi je ne me rappelle plus. Je sais qu'ils nous embarquent. Et là, on est en wagon, toujours des wagons à bestiaux, et on roule, je peux dire, des jours et des jours et des jours. Je pense que le voyage a duré une semaine, si c'est pas plus, peut-être un petit peu moins, je me souviens pas. Toujours sans boire, toujours sans manger. Quand on s'arrêtait, c'était parce qu'il y avait des bombardements. Donc les Allemands se mettaient à l'abri. Nous, dans le wagon,
je pense, il n'y avait pas d'Allemands dans le wagon, mais ils étaient sur le toit du wagon, je pense, et les wagons étaient plombés naturellement, donc on restait enfermés dans les wagons. Mais une fois, peut-être que celui qui nous surveillait a eu pitié, on était dans une gare, ils ont ouvert le wagon, on s'est jeté dehors, il y avait quelques petits brins d'herbe, on s'est précipité sur les brins d'herbe pour les manger. Il y avait une locomotive qui se purgeait, on s'est précipité pour boire l'eau de cette locomotive. Je me rappelle que j'avais eu la chance de trouver une épluchure sur les rails, une épluchure de pommes de terre, toute moisie. Ça a été le plat du roi, je l'ai mangé. Et puis l'alerte a été finie, on est remonté dans les wagons, on est reparti et on a échoué à Theresienstadt, une belle petite gare. On monte dans des camions, on nous amène, on descend dans un camp, on est accueillis avec des gens en blouse blanche. Le camp, ce sont des immeubles. Actuellement, c'est aussi entouré de barbelés, c'est fermé, il y a des murs. Mais à l'intérieur, accueillis par des gens en blouse blanche, très aimables, gentils. Je me rappelle vaguement de ça. Je me rappelle vaguement qu'on nous dirige dans des immeubles. On monte un escalier. Je suis avec un petit groupe. Avec moi, je crois qu'il y a cette fameuse Hongroise. Je ne sais pas son nom, celle qui était avec moi au travail, mais je l'ai perdue, je ne sais plus ce que c'est, ni comment elle est, ni ce qu'elle est devenue. Je ne connais même pas son nom. Je lui ai parlé, mais on ne se comprenait pas. Et une Française qui s'appelait Victoire, marseillaise aussi. Et on est dans une pièce, il y a quelques lits, pas beaucoup. Il y a des draps, un oreiller, on nous donne même une serviette. Un peigne, je sais pas, voilà, c'est mes souvenirs. Hein. Je prends ce peigne, je me coiffe, j'avais des cheveux qui avaient poussé un peu. J'avais les cheveux raides, hein, j'ai toujours les cheveux raides. Je me coiffe, il y a des milliers de poux qui tombent sur cette serviette. Et puis, une dame arrive, je me rappelle qu'elle me tâte les bras, c'est ce que je me rappelle là, vaguement. Elle me dit, j'entends typhus, et puis je tombe dans le coma. Ça s'appelle peut-être pas un coma, je sais pas. Et vaguement, je me souviens qu'on m'amène dans une salle où là, c'est encore la honte de ma vie, parce que c'est presque un hall de gare. Les gens passent, repassent. Moi, je suis sur une table en plein milieu. On m'enlève les poils du pubis qui avait repoussé. J'ai honte et je râle parce qu'en plus on m'enlève les cheveux. Et qu'on me fait comme ça devant tout le monde, je sais que je râle. On me trempe dans un fond de baignoire avec un produit. Je ne sais pas ce que c'était que ce produit, c'était un désinfectant très certainement. Et puis c'est tout. Et puis là j'ai un trou noir jusqu'à un moment donné où j'ouvre l'œil. Est-ce que c'est dans mon rêve? Est-ce que c'est la réalité? Je vois derrière une fenêtre un Mongol sur un cheval. Mais ça, j'irai pas mettre ma main au feu que c'était exact, mais peut-être que c'est exact, parce qu'on a été libérés par les Russes. Et puis voilà. Il y a une distribution de la Croix-Rouge qui donne des paquets, qui distribue des paquets. J'ai un paquet, et dedans je l'ouvre. Il y a des chocolats, des trucs comme ça. Je râle parce qu'il y a une Russe qui me vole mes cigarettes. Je râle après la Russe, mais je mange quand même le reste parce qu'elle nous le laisse. Et après, je me rappelle qu'on apprend comment, peut-être par quelqu'un qui était venu nous voir, je ne sais pas, et on apprend que le dernier camion qu'on fait venir les Américains partira ce jour-là, mais qu'il n'y en aura plus après.
Les Russes ne veulent pas nous laisser partir parce qu'on a encore le typhus. Hein. Alors avec mon amie Victoire, comment qu'on a eu les habits, je ne sais pas. Comment qu'on a fait, je ne sais pas. Je sais qu'on a cherché dans les autres bâtiments, si on voyait quelqu'un que l'on connaissait. Il y avait des grandes chambrées, il n'y avait plus personne dedans. Il y avait encore ce camion, on est monté dedans. C'était un inconfort, je sens encore la souffrance, parce qu'on n'avait plus que, là vraiment, que la peau sur les fesses. Il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de gras, il n'y avait plus rien du tout. Avec ces camions qui étaient des camions de transport, donc on était à même le sol. Il y avait des routes, c'était des routes qui n'étaient pas tellement carrossables. Je ressens encore ce que je ressentais. On est arrivé à l'aéroport de Tilsen, en Tchécoslovaquie, et là, j'ai été pris en ambulance dans un avion, je veux dire, comment on appelle ça? Un brancard dans un avion sanitaire. On voulait me transporter à l'hôpital. J'ai pas voulu. Je voulais absolument avoir des nouvelles de savoir si ma famille était encore vivante ou pas. Donc je n'ai pas été à l'hôpital. Je suis restée à Lyon. On nous a mis dans je sais pas ce que c'était, un dortoir, peut-être un ancien lycée, ce que je sais, dans un grand dortoir. Ça, c'était au mois de juin. On a été libérés très tard, en juin 45 même, hein. C'était déjà en juin 45, ça. On a été libérés en mai 45, nous. Fin mai 45, on a été libérés. Donc, on a été rapatriés, on est arrivé à Lyon, on est arrivé à l'aéroport de Bron, et puis on a été dirigés alors sur ce dortoir, parce que je voulais pas aller à l'hôpital. Et dans ce dortoir, les gens venaient nous voir. Je me souviens qu'on avait toujours dit au camp que si on était libérés, on achèterait un grand pain fantaisie, on l'ouvrirait en deux, et dedans on mettrait des sardines, du thon, du saucisson, du pâté, et puis on mangerait tout ça. Il y en a qui l'ont fait. Elles ont été malades, les pauvres. Hein. Moi, j'étais trop malade, je n'ai même pas mangé. Je toussais comme une perdue, j'étais malade, j'ai pas mangé. Mais quand même, je me suis petit à petit retapée. Et puis, quelques jours après, je me souviens, je ne sais pas combien de temps qu'on est resté à Lyon, une huitaine de jours, une dizaine de jours, je ne me rappelle pas. Je sais qu'on nous avait dit d'écrire à nos familles, mais où écrire et qui trouver, je ne savais pas, je crois bien que je n'ai pas écrit. Par contre, un jour, vous savez, les gens venaient voir les personnes en disant « Est-ce que vous avez connu celle-ci » Ils amenaient des photos, ils donnaient de l'argent, ils amenaient des... Je me souviens qu'ils nous avaient amené des cerises, ça j'en avais mangé. Ils amenaient de la nourriture, ils amenaient des affaires, ils amenaient des choses. Et une dame s'approche de moi et me dit « Mais t'es une fille, tu fais pas de la famille, t'es pas de la famille Charkaski ?» Je sais pas comment qu'elle m'a reconnue. J'ai dit « Si ». Elle me dit « T'inquiète pas, ta famille est là. Ils ont retrouvé l'appartement rue d'Angoulême et ils sont à Paris. » Du coup, j'ai pas voulu j'ai pas, alors encore moins, je suis pas restée à Lyon. Ils avaient formé un train pour revenir sur Paris. J'ai pris le train. On est arrivé. Je me rappelle avoir fait ma toilette dans les water du train. Je me souviens que tout le long du train, il y avait la Croix-Rouge qui nous distribuait à boire, à manger. Et puis on est arrivé à la gare de Lyon, il y avait des autobus qui nous attendaient pour nous emmener à l'hôtel Lutetia. À l'hôtel Lutetia, j'ai attendu un petit peu. D'abord, il y a eu les identités à décliner, il fallait savoir si on était bien. Parce qu'ils avaient peur que des Allemands se mêlent à nous, donc il y avait des interrogatoires, des contrôles. Ça a été pénible ce moment-là aussi. Et moi, j'avais envoyé un télégramme à ma famille, et je savais qu'ils étaient là. Mais le télégramme s'est croisé, j'ai pas eu la patience d'attendre, je ne sais quoi. Toujours est-il qu'il y avait des autobus qui se formaient pour nous déposer dans Paris. J'ai pris un autobus, je suis arrivée au coin de la rue d'Angoulême. Ils m'ont déposé au coin de la rue d'Angoulême. Je suis arrivée à la maison, je suis rentrée. Chez nous, il y avait un grand couloir. Je croise la concierge.
Oh, Gilbert, qu'elle me dit. Moi, Gilbert, si mon frère avait été vivant, il aurait eu 12 ans. 12 ans et demi. Et moi, j'en avais 20. Mes 20 ans, je les ai eus à Bergen-Belsen. Alors, vous voyez dans quel état j'étais. Je pesais 20... quand je suis arrivée à Paris, je pesais 29 kilos. Je ne sais pas combien je pesais quand je suis arrivée à Lyon, mais déjà un petit peu moins. Hein. Mais jamais je me suis vue squelettique, je ne pensais pas que j'étais squelettique. Parce qu'on ne s'est jamais vu dans une glace pendant tout le temps de la déportation, jamais, jamais. Même pas dans une vitre, elles étaient trop sales. On ne se voyait pas, on voyait les autres. Mais moi, toujours obsédée par ma grosseur, je pensais que j'avais des réserves, que je n'étais pas comme les autres. Et puis j'ai retrouvé ma famille. Et ma famille, est-ce que j'ai pleuré? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment qui... Eh bien, tout ça, c'est un trou complet. Une chose que je me rappelle, et que j'ai encore, là, une fois, du remords, ma mère, est-ce que je me suis jetée dans ses bras? Je sais pas du tout. La seule chose que je sais, c'est qu'elle m'a dit, demain, on va nous donner des nouvelles de ton père et de ton frère. Et moi, vous savez, quand on revient des camps, qu'on a vu tout ce qu'on a vu, on n'est plus des êtres humains. Je ne me suis même, avec aucune, j'ai pas pris de gants du tout. Et j'ai dit à maman, tu les reverras pas, ils ont été gazés et ils sont passés au four crématoire. Et puis ça, c'est un roman terrible. Et puis voilà, c'est ma vie. Et puis j'ai repris la vie et pendant 2 ans, j'ai eu la chance d'être chouchoutée par mes sœurs, par ma mère. Et je pense à tous ces pauvres filles qui sont rentrées, qui n'avaient plus de parents, plus de famille, dans le même état que moi, et qu'il a fallu quand même, comment qu'elles ont fait, est-ce qu'il a fallu, il fallait bien qu'elles se débrouillent. Je ne sais pas si elles avaient des aides, est-ce qu'on les a recueillies, qu'est-ce qu'on a fait d'elles. Moi, on m'a rien demandé. Moi, je sais que je suis arrivée à Lutetia, on m'a pas dit, est-ce que votre famille est là? On m'a rien demandé, on m'a décliné, j'ai décliné mon identité, mais on m'a pas dit, vous savez où aller? Non, c'est moi-même qui ai pris l'autobus et qui suis partie. Mais ces autres filles, est-ce qu'on leur a demandé quelque chose? Est-ce qu'on les a questionnées? Ben, je ne sais pas. Mais je les plains de tout mon cœur, parce que moi, il a fallu, avant de me remettre dans le bain, 2 bonnes années avant que je puisse reprendre le collier. Mais grâce à mes sœurs. Et donc en rentrant, vous avez pu raconter ou pas du tout? Jamais. 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 J'ai jamais raconté à personne. Mais il y en a qui disent c'est parce que on m'aurait pas cru, c'est parce que on aurait cru que je racontais des histoires. Je me pose pas, j'ai pas dû me poser tant de questions. Hein. Moi, je suis une fille toute simple. J'ai pas raconté. C'est vrai qu'on m'a pas posé de questions. Mais comment aurais-je pu raconter ce que j'ai vécu, sachant que une bonne partie de ma famille était restée? Déjà, ça fait de la peine. Et si en plus on raconte les souffrances qu'ils ont subies, rajouter à déjà la peine de savoir qu'ils sont morts et de savoir qu'ils ont souffert tellement avant de mourir, je pense que ça m'a empêché de parler, ça. Hein. Et puis après, bon, bah, la vie a repris le dessus. Moi-même, j'étais pas. Je peux dire que tout le temps, l'image du camp était là, mais j'étais pas obsédée. J'ai pris le travail, ma vie en main. J'ai repris mon travail. J'étais prise par mon travail. J'y pensais à la déportation, mais je fréquentais pas du tout les déportés. Je fréquentais pas les associations. Quand on me demandait ce que c'était les clientes, je me découvrais pas. Jamais, je le cachais tout le temps. Et puis quelquefois, il faisait très chaud, on apercevait mon numéro. Oh, ben quelle idée d'avoir mis ton numéro de téléphone ou des trucs comme ça. Mais je disais pas, je racontais pas ma vie, je les laissais croire ce qu'ils voulaient. Hein. Et je me suis mariée, mon mari a su que j'avais été déportée, mais jamais je ne lui ai parlé de ça. D'ailleurs, lui-même a été prisonnier pendant 5 ans. J'ai pas plus questionné sur sa vie pendant 5 ans. On ne s'est jamais questionné. Et il est mort sans savoir
Il savait que j'avais été déportée. De temps en temps, à la télé, on voyait des images. Je lui dis, tiens, ça c'était mon boulot. Mais lui, il n'a jamais insisté. Moi, j'ai jamais insisté pour connaître comment il a pu supporter 5 ans sans sa famille. C'est sûr qu'ils avaient du courrier. Ils recevaient du courrier, ils recevaient des colis. Mais enfin, 5 ans. Lui aussi, il s'était déclaré comme juif. Donc, il n'avait pas le droit d'être en contact avec les Allemands. Ni de travailler dans les fermes comme certains prisonniers. Il était dans les bois, il était bûcheron. Ils étaient entre juifs. La vie n'était naturellement pas celle des camps, mais enfin, il a été quand même prisonnier 5 ans. Hein. Ça a été dur, c'était tellement très dur, mais on n'en a jamais parlé. Mon fils aîné, jamais on en a parlé. Je me souviens qu'une fois, étant petit, il m'a montré mon chiffre. D'ailleurs, beaucoup de petits font ça, ils me montrent. Ils voient écrit, mais ils ne posent pas de questions. Et ceux qui me posent des questions, je dis, je te raconterai plus tard. Et puis plus tard, il a su pourquoi je racontais pas tout de suite. Eh ben, il m'a jamais posé de questions. Maintenant, c'est un adulte. Il y a eu, vous savez, Spielberg qui a fait des cassettes. Il a eu une cassette de Spielberg. J'ai demandé s'il la voulait. Il n'aurait pas voulu, je lui aurais pas donné. Il n'a pas pris devant moi la cassette, je n'aurais pas supporté. Il l'a mis tout seul, il m'en a pas parlé, et puis il sait, mais on n'en parle pas. Voilà. Et est-ce que vous, avec le recul, vous savez ce qui vous a fait tenir au camp? Est-ce que ça, vous avez... Rien m'a fait tenir au camp. Rien. C'était parce que j'étais inconsciente. Je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. Mais j'ai pas été courageuse. J'ai pas fait un acte de bravoure, rien du tout. J'ai été menée parce que comme on était abrutis, comme on était fatigués, comme on travaillait dur, on n'avait pas le temps de penser. Les seules pensées, quand j'en avais pas. Quelquefois, rarement, quand j'avais un peu de temps, les rares fois où on pouvait un petit peu se reposer, rares fois, j'essayais de faire venir à moi le visage de ma mère, de mes sœurs. J'ai jamais pu. Le seul visage que j'avais, c'était mon père et mon petit frère. De mon neveu, je pensais qu'il était vivant, donc j'y pensais même pas. Je savais que je me disais, si je suis là, eh ben lui, il doit supporter aussi. Je pensais pas. Mais non, je pensais pas. Mais me demandez pas si je pensais à quelque chose. Non, je pensais pas mourir. Je vivais le moment présent. Et puis voilà, je pensais pas. Moi, je pensais pas. Je sais pas s'il y en a qui pensaient. Moi, je pensais pas. De temps en temps, quand on arrivait quand même à parler, par exemple, je faisais des fossés. Vous savez, je travaillais, je vous dis, je travaillais à la terre, je travaillais les dehors, j'ai fait les routes, j'ai cassé les pierres, j'ai porté des rails, j'ai tiré les wagonnets, j'ai écrasé avec le gros rouleau, vous savez, pour faire rentrer les pierres dans la terre, il y avait des gros rouleaux, il fallait les tirer. J'ai fait tout ça, mais je l'ai fait. Comment que je l'ai fait, ça, je me le demande, parce que j'en sais rien pourquoi. Comment j'ai fait, comment j'ai supporté, j'en sais rien comment j'ai supporté. Mais je crois que l'être humain, tout le monde est capable de supporter. Et puis ceux qui supportent pas, ben parce que j'étais peut-être, je ne sais rien pourquoi j'ai supporté. J'ai supporté. Et quand on discutait, parce que j'étais jeune peut-être aussi, inconsciente. Et quand on discutait de temps en temps, quand j'étais au fond d'un fossé, parce que on creusait et que on se planquait un peu, on était appuyé sur les manches de pelle, et ben où on s'endormait. Où il y en a qui nous faisaient des recettes de cuisine, qui racontaient des histoires, qui racontaient des films, on arrivait de temps en temps, quand c'est, à parler comme ça. Mais penser à la famille, je pense que instinctivement, on ne pensait pas à des choses qui pouvaient nous attrister. Est-ce qu'une mère qui avait laissé ses enfants aurait pu tenir quand elle était au camp si elle y avait pensé? Est-ce qu'une mère qui a donné son enfant à partir au four, si elle y avait pensé, aurait supporté? Eh bien, elle a supporté. Donc, je pense que c'est inconscient. Et je pense que tout le monde est capable de supporter ça.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous témoignez depuis pas très longtemps, 3 ans. Qu'est-ce qui vous a... C'est le hasard qui a fait que je commençais un petit peu du fait que je suis à la retraite. J'allais voir des amis. J'ai beaucoup d'amis qui sont plus âgés que moi, donc je leur rendais visite. Elles pouvaient pas marcher, je leur rendais visite. Il y en a une qui est décédée et à elle, j'avais un horaire pour elle. Tous les jours, j'allais la voir. Malheureusement, elle ne pouvait pas marcher. Je savais que je la retrouverais. Elle a décédé. J'avais un trou tous les jours dans l'après-midi. Et ben, je me suis pointée à l'amicale d'Auschwitz. Et puis, comment j'ai fait pour pénétrer dans ce groupe? Parce que c'était un petit groupe de filles qui se sont toujours retrouvées, travaillées au camp. Elles travaillaient dans une usine à l'Union. Elles se sont jamais quittées et à l'Union, elles se sont retrouvées encore après. Elles se sont retrouvées au retour et elles formaient un bloc. Je me suis pointée là. Je me suis un petit peu sentie en intruse. Et puis malgré tout, elles étaient sympathiques. Elles m'ont quand même bien reçue. Moi, c'est moi qui me sentais un peu intruse dans ce groupe où elles se connaissaient toutes. Et puis j'ai été adoptée, et puis j'ai sympathisé, et puis on est resté, on se retrouve donc tous les jeudis, on se retrouve ensemble. Mais vous dire qu'on parle de ça, personne, on parle pas. Maintenant, on parle un peu plus de ça. Avant, on n'en parlait jamais. Maintenant, on commence. Hein. Bon, et parmi ces filles-là, il y en avait une qui devait témoigner, aller à Birkenau pour témoigner. Elle tombe malade juste le soir. On partait à 4 heures du matin, elle tombe, ou la veille plutôt, elle tombe malade la veille, l'avant-veille, elle tombe malade, elle peut pas y aller. Raphaël Esri, je sais pas comment, oui, Raphaël Esraï. Je connais les noms, il y a des trous. Eh bien, me demande, sachant que je suis seule, que je suis veuve, que j'ai pas d'attache, j'avais toujours dit que j'étais disponible tout le temps, eh bien, me demande si j'accepte d'aller, ça le dépannerait. Il y avait un lycée qui correspondait à 3/4 à Birkenau. Il manquait un témoin. Est-ce que je voulais y aller? Un peu, j'ai hésité, j'ai dit je sais pas, et puis j'ai dit bon, après tout, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais parlé, je ne sais pas comment on fait. Est-ce que je sais parler? Est-ce que je saurais dire? Est-ce que je serais intéressée? Il m'a dit, t'inquiète pas, tu viens, et puis je te présenterai, et puis tu verras bien comment ça se passe. En fin de compte, on n'a pas tellement à parler quand on arrive à Birkenau, on a juste à compléter ce que disent les guides. Les guides parlent pas mal. Quelquefois, il y en a qui disent des grosses bêtises. C'est à ce moment-là que moi, je peux rectifier. Mais par exemple, quand je suis devant les water, le petit speech que je vous ai dit que c'était, c'est quand même plus vivant que d'arriver dans une salle où vous voyez des trous. Moi, je suis là pour vous dire, essayez de vous représenter les fesses, essayez de ressentir l'odeur qu'il pouvait y avoir. Quand on va dans les koyas, dans les blocs où il y a les koyas, j'essaye de leur dire, là, d'accord, vous voyez des niches, essayez de vous représenter combien qu'on est là-dedans, comment que ça sent, que c'est humide. Ça met un petit peu plus de vie que ce que disent les guides. Voilà. C'est pour ça qu'on y va. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Comment? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, ouais, je crois que j'ai beaucoup parlé. Ça peut que je vais fatiguer la personne qui va m'écouter. Non, je ne crois pas. Je vous remercie en tout cas de votre témoignage.